Bonjour, ici Tania Desrivières et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je te parle de la nouvelle saveur de purée Ultra Énergie aux bananes et à la poire. Un excellent complément aux saveurs qui existe déjà avec toujours les mêmes apports nutritionnels, donc 25 g de glucides pour 200 calories, 400 mg d'électrolytes et 930 mg de BCAA. C'est fait avec des ingrédients naturels, ça a une texture style compote qui descend bien, puis surtout qui fait du bien à ton estomac pendant l'effort. Mais attention, si tu veux t'en acheter avant 2026, faut être membre du club NAC+, puis ça, c'est super facile, ça coûte rien, ça te donne des rabais et surtout, ça te donne accès à des produits avant tout le monde. Bref, va voir sur le nac.com, puis comme d'habitude, avec le code promo pas sorti du bois, t'obtiens 15% de rabais sur ta commande en ligne, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 251e épisode de Pas sorti du bois. Puis aujourd'hui, je suis en compagnie d'une ultramarathonienne qui se remet tout juste de son deuxième 100 000. Je pense que c'est la première fois que j'enregistre aussi près entre l'accomplissement de la personne avec laquelle je parle et le moment où ça s'est vraiment passé. Tania, bienvenue à Pas sorti du bois. Ben merci. Oui, c'est effectivement assez rapide. J'espère que mon cerveau sera pas encore foggy pour l'entrevue, mais je suis encore un peu en train de process tout ça. Fait que c'est super le fun de venir en jaser aussi rapidement avec toi. Exact, je te le disais des fois avec Pas sorti du bois, il y a un calendrier de diffusion, puis ça fait longtemps qu'on sait qu'on va enregistrer ensemble, qu'on veut enregistrer ensemble, puis là quand j'ai vu que tu faisais Forion, je me suis dit je vais y écrire juste après, si ça a été comme elle voulait, puis je vais l'inviter comme tout de suite, fait que j'avais une dispo dans le calendrier, il était prête pour toi, mais j'attendais, puis je me suis dit on va le faire le plus près possible parce que oui, des fois, on a une longue perspective, puis regarde, j'ai des réflexions sur mon accomplissement d'il y a 3 mois. Là, c'est le fun, c'est il y a 3 jours, fait que c'est tout frais. Puis je pense que ça amène de quoi de différent aussi. Puis tu disais, je sais pas si j'ai le cerveau foggy, c'est un podcast de trail, fait qu'au pire, ça fitera vraiment si t'as encore les souvenirs un peu foggy par rapport à ces 30 quelques heures que t'as passées dans les sentiers à Forillon. Donc, on aura l'occasion de parler de tout ça. Mais la première question, c'est toujours la même à Pas sortir du bois, c'est la plus importante. Tania, qu'est-ce que tu bois? Je bois une bière sans gluten qui s'appelle la Helix. Donc, c'est une bière qui vient, j'ai oublié le nom de la place, mais c'est québécois. OK. C'est super. Ouais. J'avais jamais bière entendu. Sans gluten, évidemment. Oui. On pourra parler de ça aussi. C'est un des sujets. Puis je pense que j'ai reçu par le passé des athlètes qui étaient cœliaques, mais j'ai pas souvenir qu'on en avait parlé tant que ça, notamment Martine Marois qui est bien connue au Québec, qui a fait le Tour des Géants, qui a fait le Tour des Glaciers, puis on en avait jasé, mais on pourra en revenir tantôt parce que je pense que dans la vie en général, ça amène tout plein de challenges, mais dans un contexte d'ultra, dans un contexte où on s'en va passer de longues heures en mode endurance, en mode souffrance et en mode faut bien se nourrir, ça amène plein de défis, fait qu'on aura l'occasion d'en jaser. Moi, de mon côté, j'étais avec mon partenaire bière, que ça fait très longtemps que j'ai présenté au podcast, parce que, il me semble, Entrevue avec bière, c'était la signature de Pas sorti du bois, mais ça doit faire 1 mois, 2 mois que j'ai pas enregistré qu'une bière. Donc, de mes amis du Noctem, j'ai une Echo, une New England IPA. Tania, merci d'être là. Cheers à toi. Merci. Cheers à toi. C'est-tu dans un verre du QMT, c'est ça?
Oui, effectivement, je concepte un petit peu. J'ai pris mon verre que j'ai gagné grâce à mon QMT 100 miles de l'année passée. Ouais, je trouvais que c'est concept un peu. Ben, tout à fait. Écoute, moi, sont tout en haut ici, derrière, ceux qui regardent les épisodes. On est fiers quand même, puis c'est cool. Tu sais, je veux dire, des médailles, chacun a son propre rapport aux médailles, aux goodies qu'on peut nous donner de finisher. Les boucles sur les 100 000, je pense que tout le monde est content de l'avoir. Les médailles, bon, il y en a qui en veulent pas, puis c'est vraiment parfait. Mais les verres, c'est vraiment pratique parce que c'est utile. Puis chaque fois que tu le sors, t'as comme un petit reminder de c'est vrai, cette journée-là où j'ai souffert dans le bois, mais j'ai mérité ma bière de faim. Oui, absolument. Puis des fois, ça fait des sujets de conversation quand tu as des invités à la maison. Puis tu leur sers une petite bière là-dedans. Fait que non, c'est vraiment un beau concept, pour remplacer les médailles. Ben oui, c'est clair. Tania, j'ai le goût avant qu'on parle de Forion, avant qu'on parle de ton premier 100 000 au QMT, j'ai le goût qu'on vienne à la base, qu'on apprenne à te connaître. Parle-nous de toi, de ce que tu fais dans la vie, de ton parcours de vie, ton parcours sportif. Une grande question large, mais tu prends l'avenue que tu veux pour nous amener jusqu'au trail tranquillement. Parfait, excellent. Je suis une fille de Gatineau. J'ai habité à Gatineau la majorité de ma vie. Donc, j'étais comme pas mal la fille normale, fonctionnaire, qui travaille son 8 à 4, puis c'est un collègue un jour qui m'a comme lancé l'invitation d'aller faire un Spartan Race que j'ai accepté à 3 jours d'île. C'était un peu fou comme idée. Wow. Heureusement, c'était le 5 km, mais ça m'a comme un peu introduit à l'univers de la montagne puis des sentiers. Est-ce que tu étais déjà active? Parce que de dire on fait un Spartan dans 3 jours, que ce soit un 5 kg ou un 20 kg, ça reste 5 km puis 20 épreuves du feu toute la patente? Oui, j'étais pas coureuse, mais j'étais définitivement active parce que ça faisait plusieurs années que je m'entraînais dans un gym. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis plus que 10 ans, là, de faire de la musculation sérieusement 3 fois par semaine en moyenne. Là, fait que ça l'a aidé énormément. Puis surtout que dans ce temps-là, Spartan, c'est beaucoup monter, descendre. Fait que c'est pas beaucoup de courses. C'était bien correct pour l'événement, là, ouais. Fait que je m'en suis quand même bien sortie. J'ai comme eu la piqûre, puis j'en ai refait. Puis j'ai rencontré mon chum qui, lui, est tombé dans le panneau marketing de la trifecta. Il a dit, c'est quoi cette petite médaille-là d'extra, là, en arrière? J'ai dit, c'est parce qu'il y a 3 distances. Là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on les fasse toutes. J'ai dit, OK, je suis pas sûre que je suis prête à faire comme un 10 puis un 21 km. Ouais, ça me semblait énorme à ce moment-là. Là. C'était même pas comme en anglais on dit dans my wildest dream. Là, c'était ça. C'était vraiment ça. Je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Puis c'est lui qui m'a montré que mon corps était capable. Puis après ça, pendant que j'étais sur ma première Beast, Anne Champagne m'a doublé 2 fois à haute vitesse. C'est la fois qu'elle avait gagné le double Beast? Oui, absolument. C'était une performance mémorable. C'était incroyable d'être là, d'être en live. Puis j'ai fait, faut que je fasse ça. Faut que je fasse une deuxième boucle. Faut que j'essaye le ultra. Fait que j'ai tenté ma chance l'année d'après ou 2 ans après. Puis, pour ceux qui connaissent moins les Spartans, il y a 3 distances plus classiques. La dernière, celle que tu parles, le Beast, c'est une 20aine de kilomètres, mais le dénivelé, j'ai souvenir, j'avais pas de montre à l'époque, je l'ai fait aussi, puis le Beast à Stoneham, t'avais pas loin de 2000 de dénivelé sur 20 km, c'est un ratio de pas rapport. Puis après ça, ils se sont mis à faire des Ultra Beast, Super Beast, puis c'est ça que Anne avait remporté au scratch en 2018, puis ça avait fait tourner beaucoup de têtes parce que c'est vraiment hot. Quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui le gagne, puis qu'une fille double tous les hommes, il y avait un petit côté très, très cool de tout ça. Fait que Anne Champagne a été l'inspiration vers le double Beast. Oui, absolument. Puis elle le sait, là, j'y ai déjà dit là, que c'est un peu grâce à elle que je suis rentrée dans ce monde-là parce que c'est un peu enivrant comme performance là, d'entendre parler de ça. Comme tu dis, la femme qui a battu tous les hommes, c'était vraiment hot. C'était hot de voir que il y avait comme un sport où il y avait cette possibilité-là d'être meilleur que certains hommes. Fait que oui, ça m'a inspiré à m'inscrire à mon Ultra Beast. Puis le premier que j'ai fait, il a comme été comme annulé à mi-chemin, là, à mi-parcours parce qu'il y a eu des orages avec des éclairs, c'est assez intense. Fait que j'ai dû me réinscrire l'année d'après pour prendre ma revanche. Puis là, la COVID est arrivée.
Puis mon événement a été annulé. Puis je m'étais entraînée vraiment fort, puis ça faisait un petit bout que j'espérais compléter cette distance-là. Fait que sur mon téléphone, je pense que j'étais partie à Charlevoix m'entraîner pendant 3 jours quand j'ai su ça, au mois d'août. Puis là, j'ai dit, bon, c'est quoi mes options, là? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste comme course au Québec malgré la COVID? Puis l'UTHC était une des rares courses qui est restée sur le calendrier malgré tout ce qui est arrivé. Puis le 65 était ce qui ressemblait le plus à ma distance que je m'étais entraînée pour, mais il y avait plus de place. Il en restait 3 sur le 80. Puis je m'étais dit, un 50 Spartan, c'est quand même, pour moi, c'était 16 heures que ça impliquait, puisqu'on parle d'obstacles, comme tu dis, un dénivelé complètement déconnecté, là. C'est du monde descend sans arrêt, là. Les trailers auraient peur de ces trails-là. Fait que ça me semblait quand même similaire en tant d'événement, en temps de course. En durée d'effort. Ouais. Fait que je me suis dit, écoute, je l'essaye. Puis on essaie le 80, puis j'étais dans une année où ça avait été un peu difficile parce que justement mon père est décédé juste avant la pandémie. OK. Puis c'était décembre 2019. Fait que OK, juste au moment où on était encabanés pendant des années. Okay. Exactement. Fait que tu sais, c'était comme mon deuil, je l'ai fait isolé de tout le monde. Fait que je me suis mis à courir vraiment beaucoup plus sérieusement que ce que je faisais. Fait que pour moi, c'était impossible de juste laisser tomber le 50 km qui était annulé. Il fallait que je mette tout ça à profit à quelque part. Puis j'avais comme un gros why très fort pour accomplir cette course-là. Fait que je suis rentrée dans le 80 km avec aucune attente, mais le couteau d'un dent pareil. Puis j'ai trippé. Ouais, je suis tombée ton introduction au trail a été de faire un 80 Arikana. En pandémie, on se rappelle, il fallait comme mettre des masques quand on passait au ravito. Oui, il y avait exactement. 3 distances seulement. Je pense qu'il avait seulement gardé le 65, 80, 125. Il avait réussi à faire une édition en pandémie parce qu'il y a eu une fenêtre de 2 semaines où les règles le permettaient, mais c'était particulier. Mais une fois que le départ est donné, puis t'enlèves ton masque, à part les ravitaux, on s'entend qu'on était dans un mood, on était dans la vie normale, puis ça, c'était complètement fou à une époque où ça faisait 6 mois qu'on était encabané. Tu dis ce 80-là était comme le why était très fort. T'avais besoin d'avoir un dossard ou d'avoir une carotte après tout cet entraînement-là toute l'année. Tu dis que t'avais passé des jours dans Charlevoix et tout. T'avais besoin d'aller le sortir de toi, tout l'entraînement que t'avais donné? Ouais, puis je pense que j'avais besoin d'une victoire aussi. Ça avait été une année vraiment difficile mentalement, puis c'est justement de pas pouvoir voir tout le monde. On l'a tout vécu difficilement là, cette période-là. Là, je fais pas exception à la règle, mais c'est ça. Je pense que j'avais besoin qu'il y ait quelque chose qui fonctionne comme il faut. Puis là, c'était ça. C'était la course. C'était le 80 km. Non, puis tu dis, tout le monde l'a vécu, puis effectivement, tout le monde l'a vécu difficilement à sa façon, mais je suppose, puis tu sais, je veux pas entrer trop dans les détails, mais je suppose quand même que de perdre quelqu'un de proche aussi près du moment, je veux dire, t'as à peine commencé ton processus de deuil que là, tu peux plus voir de monde. T'es encabané, les règles sont... Tu sais, c'est une période qui était anxiogène pour tout le monde. C'était une période qui était du jamais vu, c'était particulier. Ça demandait de s'adapter puis de changer de règles à tous les 3 semaines. Tout ça était difficile quand tout va bien. Mais là, en période de deuil et tout, ça devait être intense. Je suppose que tu dis c'est une année où tu t'es beaucoup entraîné. Je suppose que la course a dû aider. En tout cas, je ne veux pas présupposer, mais souvent le sport fait un bien fou côté mental dans ces situations-là. Là. Ouais, vraiment. Tu sais, un esprit sain dans un corps sain, mais un corps sain dans un esprit sain, tu sais, ça va des deux bords. Puis j'avais comme vraiment pas le choix de m'entraîner pour avoir une santé mentale qui faisait du sens, là. J'ai eu de l'aide psychologique aussi, là, mais la course, mettons que c'était comme le petit élément de plus qui m'aidait à garder le cap, puis peut-être trouver une raison de continuer d'avancer, parce que comme tu dis, la pandémie, ben
on voyait pas grand monde. Puis à un certain moment, c'était interdit même de voir notre propre famille si t'habitais pas seul, puis la personne habitait pas seule. Fait que ça compliquait énormément les choses. Fait que la course, c'était mon échappatoire. C'est là-dedans que j'ai un peu mis toutes mes œufs là, Ouais. dans le même panier. Revenons à Arikana, parce que j'aime l'histoire que ça s'est décidé vraiment à la dernière minute. Souvent, les gens qui font un premier trail, il y a une espèce d'anticipation. C'est l'objectif 6 mois avant, puis on s'entraîne vers un objectif. Là, ça a comme été un objectif différent, décidé à la dernière seconde. Dans les 3 semaines où tu t'es inscrite, t'avais fait des Spartans, t'avais fait des Beasts, côté physique, c'est différent, mais tu t'attendais à être 16 heures dans le bois, ça va. Mais le trail en soi, c'est une bébite qui est différente. On s'entend en Spartan, t'as pas des ravitaillements de la même façon, t'as pas de crew, t'as pas de drop bag. Comment a été ton introduction au trail, cette préparation-là, express avant Arikana? Ben, c'est sûr que j'ai téléphoné mon entraîneur en musculation. Je dis là, il va falloir que on fasse vite parce que je me suis inscrite à une course qui est pas mal plus rapide que celle que j'avais envisagée. Mais tu sais, je pense que moi, ce qui m'a sauvé énormément, c'est que justement, j'avais une base musculaire extrêmement forte. Puis je pense que ça m'a évité de me blesser sur un 80, même si je n'étais pas nécessairement entraînée pour ça. Ça m'a permis de me remettre rapidement aussi de cette course-là. Tu sais, j'ai pas souvenir d'avoir arrêté de courir pendant un mois après. Là, ça s'est quand même super bien passé. C'est sûr que tu sais, j'ai probablement fait une course qui a inclus énormément de marches, beaucoup plus que mettons un trailer normal, puis c'est bien correct là, j'ai adoré l'expérience, mais c'était vraiment spécial quand même parce que vu que c'était la COVID, moi j'avais aucune idée parce que j'avais jamais fait de trail, fait que je savais pas comment ça se passait. Mais j'ai vu personne de la course. J'ai passé des heures et des heures toute seule, alors que maintenant je fais des courses puis c'est presque impossible de jamais croiser personne. Là, je veux dire, c'est sûr je voyais des gens au ravito là, mais c'est ça, je croisais rarement d'autres. Sur le sentier, t'étais seule. Ah, c'était fou. Je me souviens de peut-être 2 moments où j'ai partagé des kilomètres, tu sais, pendant peut-être 1 heure avec des gens, mais sinon, la majorité du temps, là, je l'ai passé en solo. C'était une grosse introduction spéciale, ouais. Puis t'es habitué de faire des Spartan Race où, oui, il y a de la course, où il y a du dénivelé, mais il y a des pauses qui sont pour les épreuves, les obstacles et tout ça. Là, de partir comme en continu, ça a été un challenge. Je veux dire, à 3 semaines d'avis, t'as probablement pas eu le temps de te squeezer plusieurs longues sorties pour apprendre à le vivre dans notre corps. Je veux dire, être 8, 10, 12 heures dans le sentier en continu, c'est pas la même affaire que d'être 10, 12 heures en mode Spartan. Ouais, ben je pense que tu sais mes entraînements ils m'avaient beaucoup aidé parce que je faisais des gros entraînements super longs qui incluaient de la marche. Tu sais je faisais beaucoup j'étais pas rapide, fait que je faisais beaucoup de power hike puis course en descente. C'était pas mal comme ma technique de course, mais ça m'aidait à comme préserver un peu mes muscles puis ma force. Puis grâce au Spartan, j'avais comme adopté un genre de technique de on n'arrête jamais parce que si on arrête, le corps se met en récup, puis là, c'est pas bon. Parce que dans le fond, quand j'ai commencé mes Spartans, je voyais beaucoup de gens sur les 5 km, les 10 km qui, dans certaines montées, s'assoyaient à terre, tu sais, prenaient une pause. Puis c'est correct parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui allaient faire ça comme premier défi personnel, qui étaient pas nécessairement en forme, qui voulaient juste essayer quelque chose. Puis moi, j'étais comme ça au début. Puis j'ai comme réalisé que c'était peut-être pas la bonne technique. Ouais. En tout cas, pas pour moi. Ça fonctionnait pas. Puis quand j'ai fait Arikana, il y a certains ravitaux il y a des bénévoles qui me disaient « Viens, on a fait un feu, viens t'asseoir. » Puis j'étais comme « Non. Je vais continuer à courir, merci. » Ouais, fait que ça m'a aidé. Il y avait une stratégie qui était de pas arrêter. Puis est-ce que maintenant, 5 ans plus tard, avec un gros bagage d'expérience, beaucoup de longues courses, est-ce que c'est encore la même stratégie d'optimiser le plus de temps de ravito possible? Je te dirais que ça a comme beaucoup fluctué au cours des années. Au début de ma carrière de trail, si tu veux, c'était vraiment ça, là, tu sais, j'optimisais tout, je prenais pas de pause, je faisais tout en marchant, là, tu sais, si j'avais besoin d'enlever mon manteau puis le mettre dans mon sac, je le faisais en marchant. Quand j'arrivais au ravito, je remplissais mes bouteilles puis je les mettais dans mon sac en marchant. C'est quelque chose que j'ai éventuellement comme un peu abandonné. Puis
j'ai augmenté les distances en trail, puis je suis venue à participer à des événements où que le crew était possible. Puis à ce moment-là, ben j'ai commencé à prendre plus de temps au ravito. Pas une éternité, mais tu sais, juste prendre le temps de changer les choses, tu sais, remplir les bouteilles, faire se renouveler, là, un petit peu, changer les bas au besoin aussi, des fois, là, c'est nécessaire. Puis tu vois, Forion, je savais que, qu'on va sûrement revenir sur un peu plus en détail sur le QMT. Le QMT, je l'ai fini très serré dans les cut-offs. Puis je savais que Forion, c'était quand même serré. Tu sais, le cut-off, il était à 36 heures. Puis je suis pas une coureuse extrêmement rapide. Fait que je me disais, va falloir que je revienne aux sources pour cette course-là. Va falloir que... J'ai dit à mon chum, là, les ravitaux, c'est comme la F1. Il est fan de F1. Là. J'ai dit, là, tu me fais des ravitaux éclairs. Tu montrais des images de Alix Noblat avec Mathieu Blanchard à l'UTMB. Ah, j'aurais dû. En plus, c'est parce qu'il connaît pas, parce qu'il fait pas de trail, là, mais j'y ai dit que c'était eux mes inspirations parce que, tu sais, on l'a vu, Mathieu, il a sauvé tellement de temps sur ses courses avec ses ravitaux que je me suis dit, ben ça, c'est la clé de ma réussite pour Forion. Des ravitaux éclairs, aucun arrêt, je fais tout en marchant, puis finalement, ça a été extrêmement payant. Fait que je suis un peu, je suis un peu incertaine sur c'est quoi la technique idéale, parce que, tu sais, des fois, on a besoin d'un reset. Moi, j'appelle ça un reset, mais des fois, ça prend la pause qui va permettre de pas repartir misérable puis peut-être monter la pente suivante plus rapidement. Mais je suis d'accord, quand on peut, on optimise le temps. Puis c'est drôle, j'écoutais un podcast récemment, puis je trouvais ça beau. On dit souvent qu'en trail, on est tous dans le même bateau, qu'on soit le premier ou le dernier. Puis on aime suivre des athlètes internationaux, les meilleurs. En tout cas, je parle pour moi, parce que on se dit qu'on passe un peu par les mêmes affaires, mais c'est différent. Puis tu te dis, comment je peux me comparer à Jim Wamsley? Je veux dire, on passe par les mêmes affaires. J'ai fait la même course que lui. Ça m'a pris le double de son temps. On est-tu pareil vraiment? Puis il parlait d'optimisation de ravito. Puis lui, c'est dans une optique de gagner plus vite. Puis la dernière personne sur une course a exactement le même objectif d'être optimal dans ses mouvements, dans ses ravitaux, pour d'autres raisons complètement. Mais au final, les deux vivent la même réalité. Puis je trouvais ça beau. Je trouvais que c'était le perfect circle parfait pour illustrer le trail, que oui, c'est pour des raisons différentes. Oui, c'est à des vitesses différentes, mais ce qu'on peut apprendre d'un Jim Wamsley puis d'un Mathieu Blanchard avec Alix qui font ça super vite, on peut l'appliquer à nous aussi. Puis lui, Jim, il a terminé sa Western en disant j'ai été 29 minutes arrêté. C'est complètement fou là, quand on y pense. C'est beaucoup trop long. Donc, je peux optimiser mon temps si je veux un meilleur record du parcours. Puis la personne qui a fini en 29h58 à Western Side peut se dire « Hey, j'ai perdu 1 heure dans le ravito. Si je reviens, voici 1 heure que je peux couper en optimisant. » Puis je trouve ça beau puisque c'est une parenthèse, mais ce que tu racontais me faisait penser à quel point c'est une des particularités du trail. C'est qu'on vit les mêmes choses. On part tous en la même ligne de départ, toute la même ligne d'arrivée, même parcours à des vitesses différentes, mais il y a des réalités qui sont similaires. Oui, 100%. Puis c'est complètement fou. Ben, tu sais, Mathieu, c'était une grosse inspiration pour moi pour plein de choses, mais c'est ça, quand j'avais vu son temps total qu'il avait réussi à passer sur les ravitaux, là, je me souviens plus du nombre total finalement, là, la fois qu'il y avait... Pardon? Je me rappelle pas le chiffre exact, toi non plus, c'était vraiment impressionnant. J'ai 6 minutes en tête, mais c'est peut-être c'était quelque chose comme ça, mais puis tu te dis, ben ça fait vraiment une différence quand que t'es quelqu'un comme moi qui se bat contre les cut-offs, tu sais, 6 minutes versus 1 heure, crime, on parle vraiment là de sauver une course, littéralement. Là. Ouais, puis c'est drôle parce qu'en préparant l'entrevue, je suis retourné voir parce que je me rappelle de ton arrivée en 2024 au QMT, puis je me rappelle que c'était serré sur le cut-off, puis je suis allé voir à quel point, puis c'est 9 minutes, si je me trompe pas. Exact, ouais. C'est complètement fou, puis on pourrait revenir de cette course-là parce que c'était un accomplissement immense de finir cette bête-là qui est le QMT, de le faire d'être 39h51 dans le sentier. On parle souvent des vitesses des premiers, c'est impressionnant, puis on se rappelle toujours que la vitesse des gens dans le mid-pack puis du backpack, puis c'est le double du temps, mais c'est aussi impressionnant comme accomplissement d'être 39 heures en continu sur un sentier. Puis on pourrait revenir, mais 9 minutes sur le cut-off, ça devait être une fin de course stressante, puis c'est là que chaque minute de ravito peut changer, peut faire une différence. Je vais quand même revenir sur Arikana parce que je trouve ça le fun, cette espèce d'introduction-là express au trail, pas trop de préparation, on se décide 3 semaines. Ça a été quoi, avec du recul,
ta plus belle découverte du trail? Parce que je suppose qu'en s'inscrivant puis en faisant cette course-là, tu as découvert le trail littéralement en faisant une course, en le faisant. C'était quoi ta plus belle découverte? Ah, je suis tombée en amour avec l'événement Arcana, of course. C'est tellement un bel événement, mais surtout les bénévoles. Spartans ne sont pas reconnus pour avoir des gros ravitaux. Là, tu ramasses ton eau puis tu t'en vas. Là, c'est vraiment de base, puis ça leur enlève rien. Là, mais je suis arrivée à Arcana justement dans un temps de COVID où j'avais pas vu personne de l'année. Puis là, je me fais accueillir avec du monde qui sont obligés de porter des masques tout le long, qui passent leur journée dans un refuge à distribuer des bananes puis de l'eau. Puis ils sont tellement contents d'être là, puis ils sont surtout content que toi, tu réussisses, que toi, tu continues, puis ça va bien ta course. Là. Fait que ça m'avait frappé je pense que cet esprit-là de communauté c'est comme, moi, je cours, mais on court tous ensemble quasiment. Là. Je cours pour les bénévoles aussi. Eux sont contents que leur journée serve à quelque chose, puis que ça accomplisse quelque chose au final. Là, ouais. C'était quoi les sentiments en traversant la ligne d'arrivée? Je pense que j'y croyais quasiment pas. C'était complètement fou parce que, tu sais, le 50 km que j'avais été obligée d'arrêter, j'avais arrêté à 36 km. Fait que, tu sais, c'était ma plus longue distance à vie, le 36 km. Oui, il y avait beaucoup de dénivelé, etc., mais là, je passais de 36 à 80. C'était comme inconcevable pour moi de m'imaginer qu'on peut traverser ça à pied. La traversée Charlevoix à pied, là, ouais, ça faisait pas beaucoup de sens, mais c'était un beau moment de célébrer ça avec ma mère qui était là, elle était venue avec moi pendant cet événement-là, puis j'avais mon chum puis mon frère puis mes amis au téléphone sur FaceTime qui m'attendaient. C'était vraiment magique. Ouais, j'ai pas d'autres mots que ça qui me vient en tête, mais c'était vraiment le début d'un amour qui allait juste grandir à partir de là. Puis ça a allumé une petite flamme à l'intérieur de moi. Là, que je pensais. Ce jour-là? Ouais. Je pense pas que je l'ai capté cette journée-là, mais je pense que cette journée-là, j'ai compris que j'étais faite pour ça. Les longues distances. J'ai comme réalisé que comme je performais plus dans la deuxième moitié que la première moitié. Puis ça en disait beaucoup, là. Ça en disait que j'étais quand même capable de... j'ai perdu mon fil de pensée, excuse-moi, mon foggy brain, il revient en courant. Non, mais c'est une belle découverte, puis je pense que ceux qui font de la longue distance ont tout ce moment-là, on l'a tout, je sais exactement, moi aussi, à quel moment c'est arrivé, cette espèce de compréhension-là mais c'est parce que, je sais pas pour toi, mais tu sais, je pense qu'on a à peu près les mêmes âges. Tu sais, quand on est jeune, tous les sports qu'on fait en éducation physique, c'est des sports de compétition puis de vitesse. Puis après ça, moi, j'ai fait des sports d'équipe. Ben, tu sais, c'est la vitesse. Puis la vitesse, c'est toujours la finalité. Puis tu te mets à courir. Tu sais, moi, j'ai fait des Spartans aussi. J'ai fait un peu de course sur route. Tout est basé sur ton chrono puis sur la vitesse. Puis quand tu découvres le trail, quand tu découvres cette endurance-là beaucoup plus longue, c'est complètement différent parce que l'accomplissement puis ce qu'on célèbre tout le monde collectivement, c'est pas la vitesse avec laquelle tu as traversé ces 80 km-là, c'est peut-être rendu au bout, c'est d'avoir passé à travers ces étapes-là, puis le premier est un peu plus vite, puis la dernière personne est un peu moins vite, mais au final, tout le monde a passé à travers une distance qui a aucun maudit bon sens, tu sais. Puis on dirait que quand tu découvres qu'il y a un sport qui existe où la vitesse est... je veux dire, c'est le 8e objectif de tout le monde. Le premier, c'est de s'amuser. Le deuxième, c'est d'être en nature, de connecter avec du monde. Quand tu découvres tout ça, il y a ce petit coup de foudre-là qui fait que beaucoup de monde découvre le trail, puis peu quittent, on dirait. Oui, absolument. Puis tu me fais penser que c'est tellement le plus beau sport au monde, tu sais. J'ai fini le QMT, puis j'ai eu la chance d'être accueillie par les 2 gagnants. Dont Anne et Jeff Cochon. Puis Jeff, il est venu s'asseoir avec moi après puis prendre une bière. Super cool, tu sais. Puis t'es comme, hey, c'est vraiment hot, qu'est-ce que t'as fait? Puis moi, j'étais comme, ben non, mais toi, t'as fait ça en 19 heures. Tu sais, moi, j'en ai fait en quasiment 40. Toi, c'est hot, qu'est-ce que t'as fait? Puis tu sais, on était juste fascinés par l'autre.
puis en admiration totale, tu sais, de la performance de l'autre. C'était vraiment un moment spécial, mais super, super cool là, comme échange post-course, mais je passais jamais m'asseoir, tu sais, je pense pas que ça existe dans d'autres sports, cette façon de penser-là, tu sais, le gagnant qui s'assoit avec le dernier puis qui fait comme, hey, c'est malade, qu'est-ce que tu viens de faire, tu sais, tu réalises-tu, puis ouais, ça m'est dans la culture profonde de ce sport-là, c'est ça, puis il y a plein de courses, ça se fait comme ça, tu sais, j'avais lu dans un livre que Scott Jurek a gagné 7 Western States consécutifs, chaque année, il plantait sa tente dans le stade où ça arrivait parce qu'il finissait ça en 15 heures. Plantait sa tente là après le podium, toute la patente, la cérémonie, il se couche, puis il se levait pour accueillir chaque personne. Fait que chaque fois qu'il entendait le stade se lever, le gars qui l'a gagné la veille, il ressort de sa petite tente puis s'en va célébrer. Puis tu sais, c'est un sport où en Gaspésie, Jeff Tapp remet des lanternes rouges pour souligner la dernière personne qui est rentrée. C'est un sport où à la Western puis la Hard Rock, on fait le Golden Hour. Puis moi, c'est un des plus beaux souvenirs de trail que j'ai, c'est le matin à la Hard Rock quand on est là à voir les gens qui ça leur a pris 45h38 à traverser ces montagnes-là. Puis il y avait plus de monde à l'arrivée de ces gens-là qu'à l'arrivée de Ludovic Pomeray qui avait fait ça en 20h, 22h. C'est fou, là. C'est complètement fou. Mais on célèbre tout le monde, puis... Ouais. Puis dans les deux cas, c'était à des heures pas possibles parce que la Golden Hour de l'Hard Rock est à 4h du matin. Mais le monde sont là, puis ils célèbrent, puis ils soulignent, puis c'est des histoires comme ça qui font qu'on a le plus beau sport au monde, là. Vraiment. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, tu sais, on est chanceux qu'il y a des organisations comme Gaspésia, tu sais, célèbrent autant les derniers. Puis, tu sais, QMT m'ont accueilli, là, genre, en vedette, là. Ils célèbrent la dernière personne aussi, tu sais. Puis, justement, là, comme à la Western, que ça soit célébré comme ça, c'est vraiment beau à voir. Puis, moi aussi, j'aimerais ça un jour assister à la Golden Hour. Je pense que ça doit être assez hot. Puis tu l'as dit, on parle de la première personne, de la dernière personne. C'est pas un gagnant puis un perdant, dans le sens où tu sais, c'est à la Hard Rock, même ils utilisent même pas le terme gagnant. C'est un first finisher puis un last finisher, mais tout le monde est finisher, puis c'est ça le vrai terme, c'est un sport de finisher, tu sais, c'est la position, on s'en fout complètement au final pour la grande majorité des gens, mais c'est de se rendre au bout de cette distance-là, puis chacun le fait à un rythme, à un objectif qui est propre à ses capacités, au temps qu'on a pour s'entraîner, aux capacités physiques qu'on a, puis à ce qui arrive quand on part la course, puis que toutes les anecdotes se passent, puis notre corps décide de coopérer ou pas. Tout ça fait que c'est bien le fun. Je voyais que après le 80 à Ricana en 2020, t'es retourné en 2021 sur la même distance. T'avais un petit goût de revenez-y? Ouais, vraiment. Ah, j'avais trop aimé ça. Fallait que je le réessaye. Puis là, en plus, vu que c'était pas la COVID, il y avait, parce que dans ce temps-là, ils permettaient les pacers sur le 80. C'est vrai. Derniers kilos, ouais. Parce qu'à l'époque, je me trompe-tu, tu passais par l'arrivée, puis il te restait 15 km de boucle, c'est ça? Non, on faisait une boucle au départ. On faisait une boucle que le 65 ne faisait pas. OK. Puis, je pense qu'il y a eu une époque, si je me trompe pas, où Arcana, le 80 traversait la ligne d'arrivée à côté, puis faisait la boucle du 20. En tout cas, je pensais que c'était ça que tu parlais. Ben, c'était pas cette année-là. Ton pacer est à quel endroit? Mon pacer était exactement à la même place que les pacers en ce moment sur le 125, la deuxième portion, fait que le split NAC, je crois. Ouais. Fait que c'est un genre de 15 km qui parcourt. Puis j'avais le goût, je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, j'avais jamais entendu parler de ça, tu sais, avant que ça existait des courses où on pouvait amener quelqu'un gratuitement qui courait avec nous. je trouvais le concept vraiment hot. Fait que je me suis dit, ben, c'est cool, tu sais, vu que c'est différent de l'année COVID, j'ai le goût de le réessayer. Puis justement, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert qu'on peut courir à plusieurs dans un sentier, que ça existe. Puis l'expérience avec Pacer était vraiment spéciale aussi. Hein. Puis de le vivre, je pense, de 2021, c'était pas mal plus communautaire comme événement parce que justement, il y avait beaucoup moins de règles sanitaires, il y avait quasiment plus rien fait rendu là, fait que c'est sûr que comparé à l'édition avec masque, c'était un vrai événement trail à la hauteur de ce qu'Aricana peut offrir, là. Exact, tu sais, avec l'ambiance à l'arrivée qui était beaucoup plus intense, puis avec beaucoup plus de monde, fait que ouais, ça faisait quelque chose de différent à expérimenter. C'était vraiment hot. Puis moi, j'aime beaucoup Arcana parce que justement, je faisais des levées de fond à chaque fois que j'y allais pour la sclérose en plaques, fait que ça me donnait comme une genre de motivation de plus par rapport à l'événement. C'est quelque chose que, tu sais, cette année, j'ai comme pas fait parce que j'ai dû
refusé d'aller à Arikana en tant que coureuse pour aller à Forion. Ils sont comme trop proches dans le temps. Mais je trouve que quand tu jumelles une levée de fonds pour une bonne cause avec une course, ben ça te donne une raison de courir quand tu es rendu à l'événement. Puis on dirait que tu cours plus juste pour toi, tu cours pour toutes les gens pour qui tu as ramassé de l'argent. Fait que j'aimais cet aspect-là de Arikana. Ouais. Un why encore plus fort. Ah, c'est fou, hein, vraiment. Vraiment. Puis je me souviens être dans la trail puis avoir des moments difficiles puis me dire, tu sais, t'as ramassé l'argent pour la sclérose en plaques, puis c'est cliché, mais ces gens-là, ils peuvent pas vraiment courir, tu sais, ils ont des difficultés physiques, fait que, tu sais, vas-y, donne-toi à fond, là, puis c'est pas des douleurs aux pieds qui vont t'arrêter, là. T'es retourné ensuite sur le 125 à quelques reprises. Parle-nous de ton expérience avec l'épreuve reine qui, je sais pas comment tu l'as vécu, mais pour avoir fait d'autres distances à Arikana, le 125 est quand même à un autre niveau. Tu sais, sa première moitié est pas explorée par les autres parcours, puis c'est probablement la plus belle portion et la plus difficile. Parle-moi de tes expériences sur le 125. Ouais, j'étais allée 3 fois sur le 125 quand même, puis je vais te dire que je l'ai complété juste une fois. C'est une épreuve vraiment difficile. Comme tu dis, la première partie est vraiment intense, puis étant donné que je suis pas, tu sais, la plus rapide, je suis quand même serrée dans le premier cut-off qui est très sévère, puis c'est bien correct, je comprends pourquoi, mais c'est ça fait en sorte qu'il y a des coureurs comme moi, ben faut qu'on monte un peu plus vite les Moreos, puis c'est pas tant facile à faire. C'est que j'ai adoré le 125. Honnêtement, j'aurais aimé dire que je l'ai fini plus souvent juste parce que je trouve que c'est un beau parcours, puis l'ambiance est incroyable. Mais c'est ça, ça fait une des fois que je suis allée, c'est après mon QMT 100 miles, puis j'avais encore des bobos qui traînaient, fait que c'est sûr que ça l'a pas aidé non plus à mon DNF. Par contre, l'année que je l'ai terminée, c'était vraiment une belle course, belle expérience. Malgré les difficultés, j'ai eu la chance de courir avec mon chum pendant quelques kilomètres, puis de l'avoir comme crew en même temps. Il s'améliore de plus en plus comme crew, tu sais, à force de le faire. Il devient un expert. Mais le 125, ça a été une grosse victoire. J'aurais aimé, tu sais, cette année-là, le faire en bas de 26 heures juste pour me qualifier pour la Western State parce que c'est une course que j'aimerais vraiment faire. Donc ça, c'était pas une déception, mais tu sais, j'étais comme, va falloir que je revienne un moment donné, tu sais, compléter ça. Ben oui. Ouais, mais au final, j'étais super contente de ma course. Puis la première partie de la course est vraiment difficile, mais sa beauté compense pour la difficulté, je pense. Ouais. Clairement. Ouais. Puis le changement d'heure qu'ils ont fait en le ramenant, maintenant le départ est en après-midi, le vendredi, ça fait que on peut vivre une grosse partie de cette première partie-là de jour parce que moi, je l'ai faite en 2020 quand c'était l'ancien parcours, puis c'est de nuit. Fait que tu le vois que ça a l'air tough, mais le soleil se levait, c'est Moreos pour le mid-pack. Fait que tu vois les Moreos, mais après ça, ce qui suit les Moreos jusqu'au haut de gorge, c'est pas la portion la plus magnifique. C'est vraiment le premier 35-40 kilos qui est complètement fou. De le voir de jour, c'est je veux dire, ça peut se faire hors événement, mais là, de le faire avec des ravitaux dans le cadre d'un événement avec plein d'autres coureurs, il y a de quoi une magique qui se passe. C'est vraiment, vraiment beau. Oui, absolument. Puis justement, tu dis, tu peux le faire sans événement, 100%. Là, je suis justement en train de planifier une petite sortie avec un ami qui a commencé à faire de la trail, puis j'ai dit, faut qu'on aille là. C'est genre la place à voir. Charlevoix, c'est magnifique. C'est un de mes endroits préférés à courir en trail. Il y a pas grand-chose qui bat ça, honnêtement. Ouais. Un méchant beau terrain de jeu. Définitivement. Sévère, mais c'est ça. Ça compense pour la beauté compense pour la difficulté. Puis Arikana, ben, of course, c'est un événement qui a tellement de points positifs, fait que c'est sûr qu'un jour je vais retourner faire une distance. Là. Je sais pas laquelle, je sais pas quand, mais ça va être définitivement à refaire éventuellement. À quel moment le 100 000 est devenu un objectif tangible? Parce qu'on commence, on fait des 80, on augmente vers le 125.
À quel moment tu t'es dit, OK, je vais aller vers cette distance-là? Ah, mon Dieu. Je pense que c'est définitivement après le 125. Après le 125, je l'ai complété, puis je crois que j'étais sur un petit high et je me sentais invincible. Puis un de mes amis, un de mes amis que j'avais couru le 125 avec, en tout cas en partie, lui, il était motivé pour s'inscrire sur un 100 miles. Fait qu'on dirait qu'il m'a comme craqué. C'est sa faute, dans le fond. Ouais, exact. Puis je me suis inscrite, puis quelques mois après, j'ai fait comme « Oh! » Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment prête pour ça? Me semble que c'est rapide. C'est rapide, là. C'est vraiment une progression. Ouais. C'est à grande vitesse, mais je me suis toujours, tu sais, bien fait accompagner. Je suis quelqu'un qui s'est toujours fait accompagner par un coach en muscu. Puis là, je suis allée chercher, tu sais, de l'accompagnement pour du coaching en course en parallèle. Fait que peut-être que c'était rapide comme progression, mais en même temps, tu sais, je compensais en me préparant correctement puis en mettant le plus d'entraînement, mais le plus d'entraînement intelligent aussi pour m'assurer d'être prête pour le QMT. Est-ce que tu es quelqu'un qui est facilement motivé à courir, à t'entraîner? Oui puis non, tu sais, dans le sens que j'ai beaucoup de moments dans mes entraînements comme où ça me tente pas. Mais je suis quelqu'un qui est assez discipliné. Si c'est écrit à l'agenda, je vais y aller. Fait que tu sais, je peux pas dire ma motivation est pas 100% du temps là, ça serait te mentir. Mais j'ai vraiment je suis capable de me donner le petit coup de pied dans le derrière puis faire comme hey, ça te tente pas mais tu vas y aller pareil. Puis dans une préparation pour un 100 000 versus un 125 l'année d'avant, qu'est-ce que tu as ajouté? C'était quoi la différence pour te préparer pour le QMT, avec les particularités aussi, je suppose, du QMT? J'ai fait beaucoup de dénivelé, c'est certain, mais je me suis aussi accompagnée d'une coach que je savais qui avait de l'expérience. Sarah Bergeron-Larouche, elle m'a coaché les mois avant qui ont mené au QMT. Fait que tu sais, je savais qu'elle serait capable de me préparer des plans d'entraînement qui faisaient du sens. Puis je pouvais comme laisser cet aspect-là dans les mains de quelqu'un d'autre sans trop m'en faire parce que souvent, quand que je m'entraîne, je deviens un peu overwhelmed, puis il y a trop de choses qui se passent dans ma tête, puis ça devient difficile de mettre en place tout ce que je veux. Fait qu'il faut que je délègue un peu certains trucs. Parce que moi, le côté aller m'entraîner, c'est facile. Ça, je vais le faire. Là. Si tu me dis on s'entraîne 7 jours cette semaine, puis on fait 4 heures par jour, là, ben si c'est écrit à l'agenda, je vais te dire parfait, on le fait. Tu sais. Mais c'est ça, le côté organisation puis préparation. Puis tu sais, un plan de course, c'est quand même quelque chose de difficile à préparer. Tu sais, c'est pas n'importe qui peut faire ça. J'ai pas les connaissances assez étendues pour faire ça. Fait que de remettre ça dans les mains de quelqu'un, ça a été vraiment un no-brainer pour moi. Là. C'était la chose la plus logique à faire. Puis aussi m'assurer de trouver un physio qui était expert en course à pied, qui allait pouvoir adresser mes bobos, tu sais, de la bonne façon parce que dans le passé, j'ai vu d'autres physios, tu sais, qui étaient pas nécessairement mauvais, c'est juste qu'ils traitaient plus des monsieur, madame, tout le monde qui faisaient pas de sport, puis ça faisait en sorte que mes blessures à moi, ben ils comprenaient pas tant qu'est-ce qui se passait parce que je leur disais, ouais, mais c'est parce que j'ai couru 8 heures hier. Puis ils sont comme, ouais, ben c'est bizarre. Ouais. Comme ça fait beaucoup de courses. Fait que juste de trouver un physio qui avait les qualifications, je pense que ben justement il y en a beaucoup qui sont formés par la clinique du coureur, puis je pense que c'est ça le best là, de trouver quelqu'un qui est formé par eux qui va avoir les connaissances. Aussitôt que tu as quelque chose qui pop, ben tu vas voir puis l'affaire est réglée. Ouais, puis je pense que la physiothérapie, c'est comme n'importe quel domaine. Tu sais, chacun a son expertise, puis il y a probablement des physios qui sont experts pour la rééducation de quelqu'un qui a fait un accident de la route. Ben, est-ce que cette personne-là peut aider un coureur? Absolument. Mais est-ce que cette personne-là est la meilleure ou le meilleur physio pour accompagner un coureur? Puis c'est plate, mais on n'est pas des coureurs. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui commencent, qui se blessent quand ils s'entraînent, des blessures d'usure
typique, mais quand on est rendu, comme tu dis, à faire des 8 heures de sortie de course d'entraînement, c'est pas nécessairement les mêmes blessures de la même façon, c'est pas les mêmes blessures d'usure que je pense que tout le monde a vécu à un moment ou à un autre d'avoir une bandelette ou quoi que ce soit, mais c'est plus complexe parfois parce qu'il y a une usure qui est beaucoup plus grande, mais des fois je trouve que les physios qui sont spécialisés sont encore meilleurs pour t'accompagner, pour oui régler des problèmes, mais quand même pas tasser l'objectif qui est quand même là. Non, c'est ça. Puis tu sais, on a l'impression que le trail, parce qu'on nous, on nage dedans, là, on a l'impression que le trail, tout le monde connaît ça, puis l'ultra, tout le monde connaît ça, mais tu sais, on est des petites bébites que le monde trouve ça vraiment bizarre quand on leur dit qu'on a fait 80 km ou 120 km. Ouais. Fait que de entre dire nous ça, autres, on se reconnaît, Oui. mais quand on sort du cercle des gens qui font du trail, de l'ultra, on est tous le weirdo qui court trop d'un groupe d'amis ou d'un groupe de collègues, tu sais. Absolument. Puis on l'assume pleinement. Ah ouais, 100%. Mais quand tu dis ça à un physio qui connaît pas ça, là, ça devient, c'est plus touché, tu sais, parce je pense qu'on a, au nombre d'heures d'entraînement, au nombre de kilomètres qu'on met, on a besoin d'être traité avec des traitements vraiment spécifiques. Puis c'est ça. Ça, je pense que ça prend une formation qui est comme ciblée sur l'ultra, sur la course à pied. 100 000, c'est pas juste de la course. C'est tout ce qui est en dehors, c'est de la logistique, c'est le crew, c'est les pacers, c'est des points d'accès. C'était quoi la stratégie à l'approche de ton premier 100 miles avec ton équipe, avec tes pacers? J'avais comme stratégie, ma stratégie est souvent basée beaucoup sur la nourriture là, par défaut parce que ça prend énormément de place dans ma préparation malheureusement. Tu sais, je sais pas c'est quoi la vie de coureur d'ultra normal là, qui peut manger au ravito, là, ça doit être extraordinaire. Mais ma réalité c'est que même s'il y a des trucs sans gluten au ravito, je peux pas les prendre parce que je peux pas prendre le risque que quelqu'un mange une barre avec du gluten puis il a touché une banane puis là j'en mange puis là ma course va être complètement gâchée. Le best, c'est que mon crew s'occupe de ma bouffe à 100%. Fait que ma stratégie nourriture, elle a comme vraiment beaucoup évolué dans le temps. Là. Maintenant, on est rendu très fancy. Mon chum me fait des grilled cheese, me sert de la soupe maison, poulet et riz. Fait que ça aide beaucoup à faire un peu de diversité dans ce que je mange parce que, mettons, si on revient à Ricana 80, ma première fois, j'avais juste comme des gels puis des barres sur moi là. Puis parce que j'avais même pas de drop bag, c'était de A à Z avec ce que j'avais dans le dos. Ton 13 heures de stock là. Oui, exactement. C'était très pesant au début, mais l'avantage c'est que plus ça va, t'es encouragé, ça devient léger. En fait, ça force à manger. Tu sais, des fois, on a le moment où l'estomac fait mal. C'est comme non, je vais manger, même je vais me forcer. Ça va enlever un peu de poids. C'est exactement ça que c'est. C'est exactement ça ma stratégie. Fait que oui, c'est quand même une bonne chose dans le fond. Puis juste pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le fait d'être cœliaque, on s'entend, il y a des gens qui sont intolérants au gluten. Là, c'est à un autre niveau. C'est une maladie, c'est une condition, mais comme tu dis, il peut même pas avoir de contamination croisée. Il faut pas qu'il y ait de traces de gluten. Fait que veux pas penser tout le monde qui écoute à votre dernière course, même avec le meilleur crew du monde qui fait tous les points d'accès, il y a des longs stretches sans crew, il y a bien des ravitaux qui sont pas accessibles par les crews, donc il faut que tu planifies vraiment longtemps d'avance, sachant que je vais être 25, 30, 40 km sans revoir mon crew. Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait de manger du gluten pour toi? Dans le fond, la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune, puis c'est le corps, il pense que le gluten, c'est quelque chose de nocif, fait qu'il va juste comme tout expulser qu'est-ce qu'il y a dans l'intestin pour s'assurer que il soit pas en danger. Le problème, c'est que ça brûle toutes les parois au passage, puis ton intestin devient inflammé, puis ça vient que t'es plus capable d'absorber les nutriments. Donc, si tu manges du gluten plusieurs jours en ligne, ben même si tu manges du brocoli, ben tu vas pas absorber les bons nutriments du brocoli. Là. Ça va juste passer tout droit, puis tu vas digérer ça comme si c'était une roche. Ça, c'est vraiment comme une allergie dans le sens que si ça touche, si le gluten touche ce que je mange, ben je vais être malade. Ça a pas besoin, j'ai pas besoin d'en manger nécessairement, il faut juste que ça ait touché. Je donne souvent l'exemple, tu sais, pour montrer à quel point que c'est sévère, là, mais chez moi, on a, ben là, maintenant, il y en a plus, là, mais si mon chum,
dans le temps qu'il achetait du pain avec gluten, il avait son propre toaster, là, comme on le mettait pas dans le même. Maintenant, on a juste banni le gluten de la maison parce qu'on se rendait compte que même s'il faisait super attention, des fois, je me réveillais la nuit puis j'étais malade puis on savait pas pourquoi. C'est super insidieux, là, du gluten. Il y en a partout, là, tu sais. Il y en a dans la sauce soya, il y a tu sais, les graines de pain, ça s'éparpille puis t'es remarques à peine, mais sont là, tu sais. Ah oui. Fait que ça endommage vraiment beaucoup la digestion, ce qui est vraiment problématique autant pré-course que pendant la course. Ben oui. Parce que si pré-course, je me mets à être malade parce que j'ai été contaminée, ben là, je récupère moins bien de mes entraînements. Je répare pas mes muscles endommagés. Fait que là, je progresse pas. Puis c'est déjà super difficile sur le système digestif quand tu cours beaucoup. C'est une nutritionniste qui m'avait dit ça. Mais elle m'avait dit, quand tu as des gros blocs d'entraînement, ça donne énormément de choc sur ton intestin. Puis ça fait en sorte qu'il s'inflamme, même si tu manges normalement. Fait que pour quelqu'un comme moi qui a déjà des sensibilités, ben c'est exponentiel à chaque fois. Puis ça fait en sorte que tu veux toujours arriver, ben, en tout cas moi je veux toujours arriver à ma course avec les meilleurs intestins au monde. Ben oui, c'est clair. Évidemment. Sachant que de toute façon ce qu'on fait comme sport va endommager un peu tout, tu sais. Exact. Exact. Fait que là, tu sais, je sais que ça va endommager, fait que là, il faut que je me mette au maximum. Ben oui. Tu sais, avant de la course comme ça, ben si j'en perds un peu, ben ça sera pas trop dramatique. Mais ça fait en sorte que tu sais, toute ma bouffe doit être planifiée de A à Z. Le QMD, c'est pas si pire, tu sais, il y a des épiceries pas loin, tu sais, t'as des trucs autour, mais mettons des courses comme l'UTHC 125, il y a rien, là. Non, c'est ça. S'il te manque quelque chose, tu deals avec. Ah, c'est ça. Ouais. Fait qu'il faut que ça soit comme planifié au quart de tour. Puis, comme tu dis, c'est déjà difficile sur le système digestif. Fait qu'il faut que je sois extrêmement prudente sur combien de grammes à l'heure que je vais prendre. Ça a été beaucoup d'essais-erreurs. Ouais. Comme je t'ai dit un peu plus tôt, j'ai eu beaucoup de courses difficiles côté digestion. Je commence à trouver un peu la formule gagnante. Mais ouais, c'est vraiment pas évident. Mais grâce à un crew, quand les courses permettent un crew, ça change toute ma vie pour le mieux. Puis ça fait en sorte que je peux avoir des gens qui me font de la nourriture chaude aussi, tu sais, parce que sur les ravitaux, il y en offre. Fait que c'est quand même un vraiment beau plus versus manger des gels puis des bars. Sur des stretches aussi sans accès au crew, ça veut dire que tu cours avec vraiment beaucoup de stock. Tu sais, je pense à Ricana, tu sais, j'essaie de repenser, mais tu sais, quand tu pars des hautes gorges, tu peux pas voir ton crew avant genre le split neck ou peut-être l'autre d'avant, mais je veux dire, c'est 45-50 km d'autonomie, là. Oui, absolument. C'est exactement ça. Fait que à chaque fois, faut que mon chum s'assure que je pars avec assez de nourriture pour toffer toutes ces heures-là. C'est aussi de penser parce que un coureur normal, si mettons ce stretch-là lui prend un peu plus de temps, que ça se peut pour n'importe quelle raison, ben au prochain ravito, il va peut-être prendre plus de nourriture pour compenser. Mais moi, j'ai pas ce luxe-là. Fait que souvent je vais ambitionner sur ce que j'amène. Je vais en amener plus juste pour être sûr, pas en manquer. Ça fait en sorte que souvent, je traîne beaucoup trop de stock. Beaucoup trop pesant, mais ça fait partie de la game. Là. Non, c'est comme tu dis, on sait jamais. Là, on peut se faire des temps de passage à peu près, puis ça peut être vraiment plus vite, comme ça peut être vraiment plus lent, puis c'est correct et c'est normal, mais dans ton cas, ça a un effet qui est différent aussi. Je veux dire, faut que tu aies ta nourriture, parce que tu le sais que si tu manges du gluten, ta course est finie. Oui, exactement. Puis tu sais, si je me mets à être malade pendant une course, en tout cas, tu sais, je ne donnerai pas de détails, mais ça peut être 45 minutes, là, tu sais, comme que ça m'arrête complètement. Ben là, on parle de si je suis serrée d'un cut-off, peut-être je vais manquer mon cut-off avec 45 minutes d'arrêt. Fait que ça joue pour ça, mais aussi le truc avec la maladie cœliaque, c'est que quand tu tombes malade, ça joue avec ta concentration, ton mental, en plus de jouer sur ton physique. Fait que ça peut avoir un impact sur comment tu analyses ta trail quand tu cours. Tu deviens vraiment t'es plus capable de te concentrer sur ce que tu fais. Fait que ça peut devenir assez problématique pour ça aussi.
surtout dans un sport où on vit tout ça juste par la carence de sommeil en plus. Oui, exactement. Fait que ce premier 100 000-là, avec tout ce qu'on vient d'expliquer, autant la difficulté du parcours que ces contraintes-là dues à la maladie cœliaque, comment ça s'est passé? La première partie s'est super bien passée. Je me souviens que je suis arrivée au ravito Saint-Tite-des-Caps là, à mi-chemin, puis ça allait sensiblement bien. Là. J'avais une petite douleur au pied, fait que j'ai changé de soulier parce que c'était comme ça me créait une pression. Mais c'était tout ce que j'avais. Fait que je me disais, bon, c'est pas si pire que ça. La section qui a suivi, ça a super bien été. Je me suis rendue au 100e kilomètre, là où tu ramasses ton pacer pour en tout cas, moi, c'était mon premier pacer, là. J'en avais 3 qui se sont séparés, les 3 sections. J'ai ramassé mon premier pacer. On a monté, descendu Sainte-Anne. Puis, la nuit est tombée. Puis, c'est là que j'ai réalisé que la deuxième nuit sans sommeil, c'était vraiment difficile. Ah ouais. J'ai commencé à être vraiment fatiguée, comme peut-être 5 kilomètres avant, environ 5 kilomètres avant l'auberge du Fondeur où je ramassais mon deuxième pacer. Fait que là, je commençais à être fatiguée puis à me dire, faudrait que je dorme, là, tu sais, ça commence à être urgent. Je tombais presque endormie, là, en courant, là, j'avais les yeux super fatigués. Quand je suis arrivée à l'auberge du Fondeur, j'ai fait une sieste. Je m'étais dit 5 minutes, finalement, je pense que j'ai dormi au moins 40 minutes. Là, j'étais brûlée. Ouais, je me souviens plus exactement. C'est assez vague, là, mais finalement, je voulais abandonner. Pour moi, c'était clair. Là. Je me disais, c'est impossible, je peux pas continuer. Je suis bien trop fatiguée. Je tenais pas debout, là. Fait que je savais que mon chum, il allait pas me laisser abandonner. Fait que j'ai regardé ma mère. Je me suis dit, elle est plus sensible. Elle pourrait plancher. Ouais, j'ai choisi ma cible. Très fort. Ouais, mais finalement, elle m'a pas vraiment laissé abandonner. Puis mon frère, c'était lui qui m'accompagnait pour la section suivante. Fait que il est rentré en mode garde, on fait 100 mètres. Puis si tu veux abandonner après 100 mètres, on vire de bord. Puis on est parti. Puis je pense qu'il me connaît bien parce que j'abandonne pas si facilement d'habitude. Je pense que là, c'était vraiment juste comme mentalement, j'étais un peu fracassée. Ouais, deuxième nuit blanche, là. Ouais, c'est ça. La première a été super facile, là. Ça a vraiment bien été. La deuxième, là, c'était un autre monde. Ouais. Il y a beaucoup de filles qui couraient le 25 km qui me croisaient à la fin du QMT puis qui me disaient fais-toi-en pas, c'est vraiment une course difficile à cause de la deuxième nuit. Tu devrais réessayer un autre 100 miles avec une nuit, tu vas voir. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Les rares sont quand même les 100 miles avec 2 nuits. C'est vrai, c'est leur horaire est vraiment fait. L'horaire et la durée aussi, tu sais, des 100 000 un peu plus rapides, entre guillemets. C'est sûr qu'un 100 000 qui va prendre, tu sais, il y en a qui ont des cut-offs à 24-30 heures parce qu'ils sont super roulants. Fait que normalement, t'es supposé avancer plus vite. Mais QMT, c'est un 100 000 qui était lent parce qu'il est extrêmement technique. Fait que nécessairement, la grande majorité des gens faisaient 2 nuits, tu sais, fait que c'est... Absolument, oui. C'est challengeant. Ou en tout cas, une partie de la deuxième nuit, il y a presque personne qui faisait pas au moins la partie de la deuxième nuit. Les premiers arrivaient en fin d'après-midi, fait que ça vous donne une idée à quel point tout le monde rallumait la frontale une deuxième fois, puis ça, moi je l'ai jamais vécu encore dans une course, allumer une frontale 2 fois, c'est pas vrai. Je l'ai fait sur le 125, mais on partait... En fait, je l'allumais pas dans la course. On commençait dans la nuit. Fait que, tu sais, j'ai jamais vécu à être de jour, à être de nuit, la fermer et la rouvrir. Puis ça, j'ai entendu dire, puis j'ai parlé à des gens qui ont fait des torts, des gens d'affaires de même, puis ils disent que c'est le pire moment. Mm-hmm. La 3e fois, c'est moins pire. La 4e fois, c'est moins pire, là, ceux qui font des torts pas possible. Mais la 2e fois, il paraît que mentalement, c'est tough, là. Ouais, c'est un autre game, honnêtement. Puis les premières heures de la deuxième nuit, en tout cas, personnellement, ça allait. C'est vraiment quand on a approché, tu sais, 1h, 2h du matin, là, ça a commencé à être vraiment... Puis là, on dirait que tu te dis, c'est parce que là, il en reste vraiment beaucoup, là, avant que le soleil se lève, là, on n'est pas rendu. Fait que mon pauvre frère, tu sais, il a commencé la section avec moi qui est vraiment dans une humeur de merde, là, tu sais, je suis pas motivée, je veux pas parler, je veux pas avancer. Puis mon mindset, c'était, OK, qu'est-ce que je vais
y dire au prochain ravito qui va le convaincre que je peux abandonner. C'était juste ça que je pensais en avançant. Puis finalement, le ravito qui a suivi, les gars qui étaient là, ils étaient vraiment drôles. Ils m'ont pointé un spot dans l'herbe. Puis ils m'ont dit, ben, si tu veux abandonner, tu peux t'asseoir là. C'est là que t'attends pour le lift. Ça avait l'air zéro confortable, là, pour être honnête. Puis il y avait de la bébite, là, des mains à tout casser. Fait qu'ils ont comme vraiment choisi leur stratégie. Puis après 2 minutes, je me suis levée. Puis j'ai dit, je continue. Tant pis. Très fort. Excellent job des bénévoles. Pour vrai, ils étaient vraiment drôles. Ils ont bien joué leur carte. Ouais, vraiment, là, ça a quand même fait une grosse différence parce que c'est vrai que si le coin, il avait l'air confortable, j'aurais peut-être dit oui, là. Ben oui, c'est clair. Non, c'est bon, c'est très fort. Ouais. Mais là, on montait, je me souviens plus c'est quoi la montée, là, dans ce coin-là. C'était l'ancienne boucle, là, qu'ils ont retirée, qui fait que c'est plus un 160, là. Mais rendu dans ce coin-là? Pardon? Le Mont-Ferréol, dans ce coin-là? Ouais, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement, mais rendu en haut de cette montée-là, j'ai commencé à sentir ma bandelette, là, mais puissance 10. Puis j'ai regardé mon frère et je me suis dit, ouf, ma course est finie, là. La douleur était vive, puis j'avais de la misère à marcher, comme je l'avais déjà expérimenté comme 2 ans avant, fait que je savais c'était quoi. J'étais à 145 km à ce moment-là. Tu sais, il me semble que c'était 145. Tu sais, je me disais 15 km à la marche, c'est quand même du stock, là. C'est un bon projet. Ouais, c'est de la marche lente aussi, là. Oui. Fait que finalement, je me suis dit, ben garde, j'ai pas le choix de me rendre à l'auberge du fondeur anyway, parce que sinon, c'est le ravito avec les 3 gars puis les bébites. Puis quand je suis arrivée à l'auberge du fondeur, ben là, il reste juste 9 km. Fait que tu te dis, je vais me faire taper, puis je vais marcher, puis on verra. Tu sais, on verra. Puis rendu là, j'avais plus vraiment d'espoir de me rendre. J'étais pas super consciente du temps. Moi, c'était plus physiquement. Je me disais, ça le fera pas. Tu sais, je marche là, mais à un moment donné, mon genou, il me laissera plus là, avancer. Là, puis à ces ravitaux-là, tu sais, fondeur, après ça l'autre, après ça tu reviens au fondeur. Est-ce qu'il y a des cut-offs? Il y avait des cut-offs à chaque fois? Il y avait des cut-offs à fondeur, je pense. Okay. L'autre au milieu, non. Parce que de toute façon, je pense que tu pouvais pas vraiment arrêter là. C'était pas un D'où la chaise pas confortable. Oui, exact. Mais fondeur, définitivement, je pense qu'il y a des cut-offs. Je me souviens juste plus c'était quoi exactement. Mais au passage, mettons, la dernière fois que t'es passé au fondeur, il te reste 9 km. T'étais correct. Est-ce que t'étais consciente du temps que t'avais de lousse? Non, mais mon crew m'ont pas donné d'option. T'sais, ils m'ont dit là, va falloir que tu te dépêches. Donne-moi ton sac, va te faire taper, puis on repart rapidement. Ils m'ont pas dit le temps, mais j'étais sous l'impression qu'on n'avait pas beaucoup de lousse. Mm-hmm. Fait que j'ai pas trop posé de questions. Je me suis dit, ben regarde, moi, ma job, c'est juste d'avancer. Puis en toute honnêteté, je me disais, ils sont pas conscients que je me rendrai pas. Là. Comme je sais pas comment leur dire, mais ils me laisseront pas abandonner, fait que je vais juste continuer. Puis finalement, c'est à 3 km de l'arrivée que j'ai vraiment réalisé que j'étais pas loin, mais que ça se pouvait que ça le fasse pas quand même là, à 3 km. Puis c'est là que j'ai vu un des directeurs de course qui m'a croisé. Puis il parlait dans son walkie-talkie, puis il a dit « Super, je l'ai trouvé! » Puis là, j'ai compris qu'il parlait de moi. Puis là, il m'a regardé, il dit « Là, dit tout le monde t'attend, je les ai préparés pour ton arrivée. » Ah, c'est malade. Fait que là, j'étais comme, ben, qui m'attend? Qui m'attend? Tout mon crew, ils sont pas là. À qui t'as parlé? Là, moi, tu sais, j'étais un peu en mode zombie. Fait que je comprenais pas trop qu'est-ce qu'il me disait. Puis toutes les médics qui ont été sur la course du 100 miles sont venus me rejoindre puis ont couru les 3 derniers kilomètres avec le directeur de course. Fait que c'était vraiment spécial. C'était super un beau moment. Puis en plus, une de mes amies, Émilie, était dans les médics, fait qu'elle a couru avec nous, puis c'était partager les 3 derniers kilos avec eux, c'était hot. Tu sais, qui fait ça? Genre, qui se fait accompagner par, genre, la crew de l'événement? Mais finalement, c'était rien comparé à quand je suis arrivée sur le site, là. J'étais zéro prête à l'accueil qu'ils m'avaient réservé.
je me suis rendue là, puis tout le monde criait là, comme si j'étais en train d'accomplir un exploit olympique. Alors que moi, dans ma tête, je me disais, ça n'a pas de bon sens, là, j'ai un genou qui brûle, puis je suis bouette quasiment. Là. Ils sont super fiers de moi. J'ai couru, même si j'avais mal au genou, j'ai couru. Je trouvais que ça valait la peine. J'ai couru les 2 derniers kilos, là, quasiment au fond. Puis j'ai vu le chrono là, qui était rendu à 51, 39h51. Puis j'ai traversé la ligne, puis je me suis fait accueillir justement par les gagnants, tous les directeurs de course, toute l'équipe du QMT. Tu sais, je me faisais comme littéralement accueillir comme si j'étais une des élites. Là. C'est fou, là. Je sais pas où ailleurs qui font ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais pas vu auparavant. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Je me suis même fait interviewer, tu sais, par deux hommes pour ma course en tant que telle. Ouais, c'était, tu sais, j'y repense, puis je pense pas que je vais jamais revivre une course comme ça, tu sais. Puis c'est correct, là. Ça me va que c'est la seule. Mais quand j'y repense, je me dis, ouais, c'est un once in a lifetime. Je pense pas qu'il va y en avoir d'autres, puis il va falloir que je garde en souvenir tout ça parce que c'est vraiment spécial pour eux. Tout ça représente exactement c'est quoi les beaux côtés du trail, puis de célébrer du premier au dernier, puis de, tu sais, je veux dire, t'as passé 39h51 dans le sentier. T'sais, je comprends tout le monde qui était là, qui criait, je veux dire, c'est complètement fou, puis je me rappelle que il y a personne qui est passé, hey là, faut l'encourager, pour peut-être à se faire 39 heures qu'elle a, c'était comme, tout le monde au contraire était comme juste, c'est la dernière finisher, on clôt le QMT avec ça, on clôt le 100 000 avec ça, c'est immense que cette fille-là a dû vivre, puis tout le monde était juste craqué raide, puis c'est une arrivée, je pense que ça se fait naturellement de juste dire, faut célébrer ça, là, puis fort, puis je me rappelle, c'était la 2e ou 3e fois que je le vivais, ce dernière arrivée-là du QMT 100 000, puis le QMT est fait pour ça aussi, veut pas, tu sais, le dimanche, c'est la journée où t'as 800 personnes sur le 25, puis 600 sur le 16, je sais pas, 13 km. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde qui sont concentrés là. Puis comme c'est des distances plus courtes, les arrivées sont beaucoup moins espacées. Fait que tout le monde converge vers l'arrivée. Tout le monde est là pour cette arrivée-là. Réalises-tu que t'es la dernière finisher de l'histoire du QMT 100 000? Ouais, on m'a dit ça, puis je trouvais ça vraiment drôle. Là. Je me disais, bon, ben en tout cas... T'as bouclé la boucle. Ouais, c'est un drôle de titre, mais je le prends. Ben, c'est un très beau titre, au contraire, ouais, je trouve. Ouais, dernière finisher. Puis, tu sais, comme tu dis, quand tu dis j'ai couru 39h51, même moi, des fois, j'y repense, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens, tu sais, comme... Je viens de faire Forion, qui m'a pris 33h40, puis... Hey, c'est une immense différence de temps, là. Comme là, j'accotais le 40 heures, tu sais. C'est quasiment une journée de travail de différence, hein. Tout le monde travaille 7 heures par jour, 8 heures par jour. On n'est pas loin de ça comme différence, hein. Ouais. Ah, ouais, c'est malade. Puis quelqu'un m'avait dit, t'as couru une semaine de travail. Puis là, j'ai dit, ah, ben, dis de même, c'est un peu plus intense que je pense. J'avais jamais réalisé, tu sais, souvent on quantifie les heures, ouais. On a juste ça à faire dans le sentier, là, tu sais, quantifier, ok, là, mais j'avais jamais quantifié un accomplissement en durée de travail. T'as fait un 40 heures de job. Ouais, quelqu'un m'avait dit, je me souviens de c'est qui, là, ça m'échappe en ce moment, mais ça m'avait vraiment fait rire. Puis j'avais dit, ouais, c'est une façon de le voir, puis quand on le dit de même, c'est ben, excuse-moi les mots, mais c'est complètement débile. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ça n'a juste pas rapport. On donne raison aux détracteurs du trail qui disent que c'est complètement débile. Puis c'est correct, on l'accepte puis on le dit nous-mêmes entre nous, mais c'est ça, c'est la beauté de ce sport-là. Absolument. Ouais. Mais je vis avec ce petit côté-là un peu fou. Là. Je pense que j'ai tout le temps été comme ça. J'aime ça repousser mes limites, fait que ça me dérange pas. Clairement, tu l'as fait cette journée-là. Oui. On va se prendre une pause pour les messages d'un partenaire, puis on se parle de l'autre côté pour parler de Forion. Le Québec Méga Trail est de retour en 2026 pour une 14e édition, puis aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de sécurité et d'équipe médicale.
Je le sais, c'est pas le sujet le plus sexy, mais je t'ai déjà parlé de la beauté des paysages. Fait que parlons sécurité, parce que quand tu te lances sur un défi de trail, c'est sécurisant de savoir que si t'arrive quelque chose, tu resteras pas pogné dans le fond du bois à attendre toute la journée. Au QMT, le niveau de sécurité pour les coureurs est parmi les meilleurs au monde. Le QMT a toujours mis un accent particulier sur son équipe médicale, puis c'est pas pour rien qu'ils sont devenus une référence mondiale en la matière. Leurs médics font pas juste attendre dans les ravitaux, ils parcourent les sentiers avec les coureurs puis sont formés pour gérer à peu près toutes les situations possibles. Puis ça, c'est sécurisant, on peut partir l'esprit tranquille sur nos défis de fou. Pas pire, hein? Il reste quelques dossards pour l'année prochaine, fait que niaise pas, ultratrailcanada.com. Le Crew Run Club, c'est un centre d'entraînement intérieur à Québec qui est spécialisé en course à pied, fondé par des passionnés et surtout des experts. Je t'en nomme un pour que tu vois le genre. Charles Castonguay, un de nos meilleurs coureurs de trail au Québec et surtout un préparateur physique d'expérience qui a guidé plusieurs dizaines d'athlètes olympiques. Le Crew offre des séances d'intervalle en groupe, mais aussi des évaluations fonctionnelles, des tests de lactate, des programmes d'entraînement puis de musculation, des cours d'initiation, etc., etc. Tu peux acheter à la pièce ou par abonnement. Rends-toi sur lecrewrunclub.ca en un mot et découvre tout ce qu'il y a à t'offrir. lecrewrunclub.ca. On est de retour avec Tania Desrivières qui vient de nous raconter son QMT 100 000 puis cette arrivée de Rockstar-là. Entre cette arrivée-là en 2024 puis le choix, la décision de retourner faire un 100 000, ça a pris combien de temps? Oh, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps parce que... non. Parce que tu vois, le fait que ça l'a fini un peu comme... pas le fait que j'étais sur le bord du cutoff, ça me dérange vraiment pas. Mais le fait que j'ai fini avec une bandelette inflammée, ça m'a vraiment dérangé, là. Ça m'a fâchée parce que je m'étais entraînée fort puis j'aurais pensé que ça l'aurait pu éviter ce genre de blessure-là qui m'a tellement ralenti sur les derniers kilomètres. Puis, tu sais, dans les 100 premiers kilos de mon QMT, tout allait tellement bien, là. Mon temps était super bon, tu sais, j'avais l'impression de flyer d'un trail, puis ça s'est vraiment gâché et dans la deuxième nuit et avec la bandelette. Fait que ça a pas pris de temps que l'idée de refaire un 100 miles, mais de choisir un parcours qui serait peut-être un peu plus avantageux, tu sais, côté horaire, ça c'est sûr, puis de choisir un parcours qui me donnerait peut-être un peu plus de chance côté roulement. Bon, là, tu vas me dire Forion, c'est-tu roulant, c'est pas roulant, ça dépend des sections. Mais c'est ça. Je regardais Forion puis je me disais, sur papier, ça avait l'air d'un parcours qui pouvait comme me correspondre. Puis le fait qu'il y avait juste une nuit, je me disais, au moins, je pourrais expérimenter ça puis voir ce que je vaux sur une course qui m'oblige pas à passer 48 heures debout. Non, c'est clair. Puis on s'entend, 36 heures de course, c'est 36 heures de course, que tu le fasses de jour, de nuit, d'hiver, d'été. Mais il y a quand même des conditions qui peuvent faire que ça te donne plus de chance, comme personne, de se rendre au bout avec 100% de sa tête. En tout cas, ce qui reste à la fin d'un 100 000, mais ça reste que une nuit versus deux nuits, ça peut faire un monde de différence, même si l'effort est similaire puis les kilométrages est similaire, là. Oui, puis je me souviens que tu as déjà mentionné ça dans d'autres podcasts, mais le principe de la nuit avant la course qui est pas nécessairement optimal non plus. Si tu as 2 nuits en plus dans ta course, ça fait quasiment 3 nuits à pas dormir, là. Tu sais, 3 nuits à pas dormir, on commence à parler d'hallucination, de fatigue générale. Dans le QMT, avec un départ en soirée, oui. Je veux dire, à moins je veux dire, c'est pas tout le monde qui a la capacité de faire des siestes comme ils veulent, mais ça reste que tu prends ton départ à 20h, 22h. Mm-hmm. Les chances que tu aies dormi toute la journée sont quasi inexistantes. Fait que tu t'es levé à 6, 7, 8 heures, puis tu cours jusqu'à dimanche midi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais quand même bien dormi avant le QMT, là. Tu sais, j'avais passé une bonne nuit du jeudi au vendredi. J'avais réussi à faire une petite sieste, mais tu sais, je pense pas que ça va jamais compenser pour une nuit au complet, là. Exact. Non, je pense que tu pars avec une strike de plus, mettons, que si tu vas sur un parcours qui commence à 5 heures le matin comme Forion, là. Je pense que ça donne un petit peu plus de chance de ce côté-là. Puis la taille de l'événement, on s'entend Forion, en fait, on s'entend QMT, c'est le plus gros des gros, c'est le QMT, c'est une arrivée de Rockstar le dimanche midi. Forion donne une impression d'être complètement à l'opposé.
c'est à taille humaine, c'est dans une région plus éloignée, mais qui a un charme qui est complètement fou. Tu sais, c'est unique ce qui se passe là. Puis j'ai pas vécu Forillon encore, mais j'ai vécu le Gaspésia à plusieurs reprises. Puis ce que Jeff Tapp, son équipe fait, c'est unique. C'est un type d'événement qui se compare à rien d'autre. Est-ce que ça faisait partie de la décision d'aller un peu à l'aventure ailleurs? Oui, certainement. J'aimais le côté, plus petit, plus roots, comme tu dirais, là. Ouais. Jeff Tapp dirait broche à foin de luxe. Broche à foin de luxe, ouais. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que c'est broche à foin de luxe. Tu sais, comme tu le vois le côté broche à foin, mais tu fais comme c'est quand même méga bien organisé cette race-là. Ça n'a pas de bon sens. Mais oui, ça faisait partie un peu du choix parce que je voulais revenir un peu. J'arrêtais pas de dire on revient aux sources à mon chum dans ma préparation. Puis je pense que ça aussi, ça en fait partie parce que j'aime beaucoup les entraînements. Tu sais, j'aime les jours J, aller sur une course, mettre un dossard. C'est sûr, ça me fait triper parce que ça me pousse à genre dépasser mes limites. Mais j'aime aller dans le bois m'entraîner puis qu'il y a pas beaucoup de monde. Tu sais, ouais. C'est tout petit puis t'es plus comme en lien avec la nature, puis j'essayais d'aller rechercher ce côté-là en Gaspésie, puis je me disais, ben vu qu'on n'est pas beaucoup, tu sais, je vais peut-être plus voir de petites bêtes, puis je sais pas, voir un peu des sentiers moins aménagés, je sais pas. Puis je trouvais que le parcours, il avait l'air magnifique là, par les points de vue qui passaient. Puis la Gaspésie, je me disais, ben, je peux pas me tromper là, dans le sens que ça va être beau, peu importe là, où je vais être. Ouais, je pense que c'était beaucoup de choses qui ont mené à cette décision-là. J'avais entendu dire que c'était quand même un peu plus roulant, que c'était pas trop technique. Puis ça m'intéressait un peu parce que je me disais, ben au moins, je vais pouvoir avancer, tu sais. Quand ça va être possible, je vais pouvoir rouler les jambes un peu. Puis c'est vrai, c'est arrivé. Il y a des sections qui sont très roulantes, mais j'avoue que j'ai été surprise par les côtes, par les côtes un peu plus abruptes. Là, ça, j'étais pas prête. T'avais fait Desert Rats au Colorado cet hiver, qui est une course très roulante de ce que j'ai entendu. T'avais pu tester dans un format complètement à l'opposé. On s'entend roulant au Québec puis roulant au Colorado, c'est pas le même roulant. Ça te met en confiance pour Forillon d'avoir fait cette course-là qui est plus rapide, qui est un pace qui est overall est plus rapide, donc les jambes travaillent différemment? Oui, vraiment, ça m'a super mis en confiance. Effectivement, le Desert Rat, il est vraiment roulant. Il est quand même, il est quand même traite parce que t'es tout le temps un peu en montée-descente. Tu sais, c'est très vallonné, fait que il y a pas beaucoup de sections sur le plat complètement. Mais reste que c'est quand même très roulant comme course. Puis ça m'avait mis en confiance parce que les derniers kilomètres, quand la nuit a tombé puis qu'il a arrêté de faire 40 degrés dehors, j'ai commencé à retrouver mes jambes. Puis même après 100 kilomètres, j'étais capable de courir des montées. Fait que je me disais, OK, tu sais, si je suis capable après 100 kilomètres de courir des montées dans le désert du Colorado, si je continue mon entraînement, je devrais être en bonne position pour aller faire Forillon. J'avais beaucoup de temps entre les deux, là, fait que c'était vraiment le fun pour ça. Ça me donnait l'occasion d'aller travailler sur mes faiblesses. Puis comment ça s'est passé, Forillon? Forillon, ça s'est vraiment bien passé, honnêtement. Tu sais, je l'ai dit, la digestion, ça a été extraordinaire. Là, pour la première fois, en tout cas, une des rares fois, j'ai eu une course sans faille côté digestion, ce qui est quasiment un miracle. Ben oui. Ouais. Puis on le prend quand ça passe, mais c'est rare. C'est vraiment rare, honnêtement. J'espère que ça va réarriver, tu sais, que je commence à trouver ma formule. Puis, tu sais, je dis souvent que la maladie cœliaque, c'est un point négatif, mais ça m'a apporté aussi du positif dans le sens que je commence vraiment à me connaître côté digestion, nutrition. Fait que je connais énormément mes points faibles puis exactement les aliments que je peux manger qui passent super bien, ce qui est vraiment un avantage quand que je fais des 100 miles. Mais c'est ça, cette journée-là, ça a super bien passé. Tout ce que mon chum il me donnait, il était impressionné de la quantité que j'étais capable de manger.
Puis même en fin de course, je commençais à être un peu moins tentée parce qu'il m'était proposé. Mais j'étais quand même capable de rentrer de la nourriture juste parce que je savais que c'était important. Ben oui. À part la digestion, tu sais, j'ai eu une fois dans la nuit, là, un moment où peut-être la dernière heure et demie, là, de la nuit que j'ai pogné un petit down d'énergie. Je commençais à être fatiguée, qui est super normal. Puis finalement, une autre coureuse m'a demandé si je voulais qu'on finisse la nuit ensemble, comme ça on pouvait se garder réveillés. Je trouvais que c'est une super idée. Fait qu'on a fini la nuit ensemble, ça l'a aidé. Fait que tu vois, juste le seul point négatif de ma course, il a comme été annulé par cette personne-là. Puis sinon, ben, tu sais, j'ai eu des douleurs d'un pied, d'un jambes qui se sont comme un peu aggravées. Ben, pas aggravées, c'était pas si grave que ça, là, mais qui sont devenues un peu plus intenses dans les 20-30 derniers kilos. Puis là, je t'avoue que c'était plus une game mentale de mettre de côté cette douleur-là puis de continuer. Puis c'était les portions où tu devais courir quand les pieds font mal, mais que t'es dans le gros technique qui avance à 20 minutes du kilo. C'est tannant, mais c'est la vie. Mais quand tu sais que tu peux ouvrir un peu la machine puis que t'es scrap des pieds, c'est là que c'est le plus frustrant, là. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment difficile de pousser quand tes pieds font mal, tu sais, de garder un pace. Mais des fois, je réalisais que quand j'étais capable de mettre à off ma douleur là, avec mon mental, ça me prenait bien de la force, là, mais quand j'étais capable de mettre à off, j'étais capable de regagner un peu de vitesse. Okay. Mais tu sais, c'était demandant. Là, comme il fallait vraiment que je me concentre que sur ça. Je me suis beaucoup parlé à voix haute dans les trails. Je me suis souvent dit, ça va bien, t'as pas mal, continue. Fait que, à part ça, tu sais, j'avais l'impression d'avoir ralenti, tu sais, dans les derniers kilomètres. Puis je pense que c'était juste que mentalement, je commençais à être fatiguée, là, comme n'importe qui serait fatigué après autant de kilomètres. Puis il y a une section à la fin qui s'appelle il fallait qu'on se rende jusqu'au bout du monde qui appelle. Puis c'est comme une loupe, puis ça a l'air de rien sur papier quand tu la regardes, mais quand tu arrives là, physiquement, tu vois la pointe, puis elle est extrêmement loin. Ah ouais. Puis là, tu te dis, hey, faut que je me rende là, mais faut que je revienne. Puis ça, mentalement, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Je pense tu te rends au bout du monde, mais tu reviens pour l'arrivée? Oui, c'est ça. Oh. Puis j'ai trouvé ça tough parce que ce que moi, j'aime de la trail, c'est que tu vois pas loin. Tu sais, avec les arbres, ce qui est comme tout le contraire de la course sur route où ce que tu vois trop loin, c'est décourageant. Puis c'est ce que je déteste de courir sur route, là, que tu fixes un point pendant 1 heure puis t'as l'impression que tu t'approches pas. Fait que ce côté-là, je l'ai trouvé un peu plus tough, mais tu sais, je regardais les autres coureurs puis on avait l'air tous dans le même bateau, là. Comme je pense que on était tous un petit peu fracassés de notre course, mais quand j'ai regardé sur papier mes temps, j'avais pas de temps ralenti. Fait que tu vois, je pense que c'était vraiment mental, là. À la fin d'un 100 000, après une carence de sommeil, je suppose que c'est normal. Oui, exact. Tu disais qu'avec le temps, t'as trouvé ta recette parfaite pour toi côté nutrition, puis c'est pas évident pour personne, je pense, en trail sur de la longue endurance, mais dans un contexte où t'es cœliaque, pour ceux qui écoutent peut-être qui vivent ça ou qui sont curieux comme moi, c'est quoi t'as trouvé comme sweet spot qui fonctionne pour toi, qui fait que tu peux te taper un 100 000 puis d'avoir aucun enjeu de nutrition sur 33 heures, c'est malade, là? Ouais, bonne question. Premièrement, j'ai vu une nutritionniste parce que après mon QMT 80, là, 2 ans ou 3 ans en tout cas, ça avait vraiment pas bien été. Puis là, je me suis dit, OK, faut que je vois un professionnel qui va m'aider. Elle m'avait donné quelques trucs. Fait que j'ai inclus des protéines sur un 100 miles, ce que je faisais pas nécessairement pour les autres distances. Au début, j'incluais les protéines avec des barres, mais je me suis rendu compte que peu importe ce que je faisais, ça passait pas, là. Je les regardais un peu avec dégoût après quelques heures. Fait que j'ai décidé de changer ma stratégie, puis je me suis faite de la soupe poulet riz maison avec genre extra poulet, extra riz, presque pas de légumes, là, tu sais, juste pour dire un peu de carottes, changer le goût. Ouais.
puis beaucoup, beaucoup extra de sel dans le bouillon, là. Fait que ça, je trouve que c'est comme mon ingrédient puis ma recette miracle, si tu veux, sur les sur les 100 miles. Les grilled cheese, ça aide beaucoup. Là, moi, je suis sans produits laitiers aussi, là. Fait que mon fromage, c'est des carbs aussi, là. Ben oui. Ouais, c'est ça l'avantage. Fait que je mets des grilled cheese, puis sinon, j'achète tous des trucs sans gluten, là, genre j'ai des petits gâteaux Red Velvet qui sont comme pas trop sucrés, tu sais, juste plus farineux. Ok. La farine sans gluten, of course, là, mais tu sais, c'est plus farineux, fait qu'au goût, c'est pas tant sucré. Fait que même après, genre des heures et des heures, t'as pas comme un peu le haut le cœur là, à Ouais. regarder du Trop de sucre. sucre, là, ouais. Ouais, exact. Puis Fait sur des que- longs stretches où justement tu verras pas ton crew, je suppose que tu pars pas avec ta soupe dans un Tupperware, Non. dans la veste hydratation. Fait que qu'est-ce que tu vas traîner avec toi pour te rendre jusqu'au prochain ravito, ils sont là? Ben là, tu vois, à Forion, j'étais chanceuse parce que Forion, ils acceptent le crew à beaucoup de places. Fait que j'ai pas eu ce problème-là de traîner énormément de choses sur moi. Mais dans les courses passées, je traînais, disons, des poches de patates pilées, OK. des poches de compote de pommes. Je crois que j'ai déjà fait des pochettes avec de la soupe en carton, là, genre de la buttersquash soupe. OK. Ça aide beaucoup. Puis je rajoute par-dessus ça, tu sais, tous mes petits gâteaux, puis mes gels. Et là, présentement, j'ai comme réussi à me trouver un mix de poudre pour mettre dans mon eau. Fait que moi, je peux pas prendre les poudres comme NAC ou whatever, malheureusement, parce que ça, c'est pas safe pour le gluten. Fait que je mixe un peu plein d'affaires, tu sais, parce qu'il y a pas, les autres, il y a pas nécessairement exactement ce que je recherche côté endurance. Tu sais, NAC, l'avantage, c'est que ils ont comme exactement le blend que tu veux, tu sais, pour Ben oui. coureur d'ultra. Fait que moi, j'essaie de me le faire maison. OK. Puis j'ai réussi à me faire un blend qui met comme 130 grammes de glucides par ouais. bouteille. Puis Wow. qui se mixe vraiment bien. Fait que ça m'aide énormément, tu sais, parce que je peux m'amener, disons, 2 bouteilles de mix. J'ai 260 grammes Ben oui, là-dedans. c'est bon. Puis, ouais. Tu fais tes drink mix toi-même, tu disais? Ben, tu sais, j'achète des poudres de différentes compagnies, puis je les mixe ensemble. Ah ouais, OK. Ouais. T'as J'ai réussi à comme... te faire ta potion magique qui ouais. mixer, tout passe, tout se dilue, t'as les bons grammes, puis ça te Ouais. supporte en masse, c'est hot. Exact, genre carbs, BCAA, électrolytes, puis là, je mixe tout ça, puis ouais, ça donne un petit blend qui a un peu tout ce que j'ai besoin. Moi, je t'imagine avant tes courses comme les scientifiques avec des potions qui mixent tout ça, tu fais tes affaires. Hey, C'est- ça c'est- ressemble quasiment à ça, là. Mais on fait des blagues, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail, puis d'apprentissage, puis d'essais, puis d'erreurs, parce que veux pas quand des marques te proposent des choses, comme tu dis, qui sont toutes blendées, c'est réfléchi par d'autres mondes qui sont Mhm. plus compétents que nous autres, qui font juste, tu sais, tu fais confiance aussi au produit, à ce qui est là, puis la science back un peu le contenu du truc. Là, dans ce cas-ci, il faut que tu sois ta propre mixologue, nutritionniste. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'essais d'erreurs, là. Oui, exactement. Justement, c'est ça. Ça me demande énormément de temps. Je suis quelqu'un qui a beaucoup lu puis qui s'est beaucoup informé. Quand j'ai appris que j'étais cœliaque, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches, là. Mhm. Puis ça l'a juste amplifié avec l'entraînement, j'ai fait Ouais. aussi beaucoup de recherches par rapport à la nutrition optimale pour l'entraînement, puis ça m'a servi éventuellement pour les ultras, là. Mais oui, c'est time consuming, là. Tu sais, moi, avant une course, là, j'ai pas beaucoup de temps libre, là. Non, c'est ça. Même si je suis en taper puis que je cours moins, je suis méga occupée. Puis tu sais, tu riais avec moi qui faisais la mixologue, mais c'est presque ça. Tu Ben, sais, c'est- je prends tous mes sachets de Ziploc, puis là, je mets des scoops dedans, puis je mets des scoops de ça. Fait que c'est assez... ouais, ça prend beaucoup de temps. Puis revenons sur Forillon, ça s'est Ouais. bien passé. Tu disais que c'était une course quasi parfaite, comme un 100 000 peut être parfait, mais parle-nous du parcours, parce que c'est une course qui n'existe pas depuis longtemps. Ça fait 3 ans que c'est été repris par Événement Gaspésia. On en entend parler, mais toi, ton appréciation, comment tu as vécu cette course-là? Ah, c'était vraiment hot pour vrai. Premièrement, tu sais, tu pars, puis Jeff Tapp, il nomme chaque coureur, là, c'est ce que tu vois pas dans d'autres courses, là, mais il prend le temps de nommer chaque coureur de chaque distance, tu sais, parce qu'il y a tellement pas beaucoup de monde qui peut se permettre de le faire. Puis
Puis après ça, tu pars sur un parcours que tu vas voir des affaires que tu verras jamais ailleurs, là. Tu sais, c'est autant que c'est difficile par moment parce que, tu sais, mettons, sur les plages, c'est assez difficile d'avancer puis ça peut être frustrant. Mais tu regardes au loin puis la vue est tellement belle que tu te dis, ben, je peux pas vraiment être fâchée, tu sais. Qu'au pire, je vais pouvoir profiter de la vue plus longtemps. C'est un parcours que, il y a vraiment de tout. Je pense il y a un gars qui m'avait dit ça sur le parcours, tu sais, c'est sa deuxième fois qu'il était sa 2 ou troisième fois, là, qu'il était sur le 100 miles de Florian. Il m'avait dit, ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de variété, puis c'est vrai, il avait raison. Tu vois vraiment de n'importe quoi, tu sais, tu vas courir sur route, certaines sections, tu vas courir sur des plages de galets, des plages de sable, tu vas avoir des sections qui vont être super roulantes dans les chemins de 4 roues ou des trails dans le bois qui vont monter avec, c'est un single track avec une corde, puis il faut que tu te tiennes pour pas tomber. Il y en a pour tous les goûts, puis ça fait en sorte que quand tu avances, ben t'as pas le temps de t'ennuyer, tu sais, parce que le paysage il change, la trail elle change, le rythme il change tout le temps, fait que ça rend ça vraiment vraiment le fun. Puis les ravitaux sont placés stratégiquement là, il y a des points de vue, c'est incroyable, là, tu sais, Pointe de la Renommée, il y a une place, je pense que c'est Cap des Rosiers, t'arrives, il y a un phare, puis moi je suis arrivée là, le soleil venait juste de se lever. Mon chum, il a pris une photo et même pour les crews, là, tu sais, mon chum, il m'a dit, j'ai vu des choses comme que je pensais pas voir en venant t'accompagner pour ta course. Ah, c'est malade. Même pour eux, c'est super le fun. Ça rend la fin de semaine assez inoubliable, ouais. Ah, c'est trippant. Ça donne le goût. Tu sais, Jeff promet un safari. Comment il disait? Un parc safari, un safari trail. Est-ce que tu as vu un peu de faune pendant ton 100 000? Hey, oui, un peu, mais pas tant, là. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça voir genre des ours puis des orignaux, là. Mais j'ai vu énormément de traces d'ours, de petits caca, ouais. Mais pas les ours en tant que tel. Pas les ours, ils étaient bien cachés. Ouais, ben des écureuils, des petits lièvres, des perdrix. Les perdrix sont pas super peureuses pour un temps de chasse à la perdrix, là. Ah oui, c'est ça. Puis Dieu sait qu'une perdrix sur le bord d'un sentier, ça peut quand même être agressif. Ouais, puis ils sont épeurantes, hein. Ouais, moi je cours souvent dans les Monts-Valin parce que mes parents sont chez là-bas, puis c'est un territoire de chasse où il y a beaucoup de perdrix. Peut-être qu'ils ont peur des chasseurs, mais pas des coureurs parce que les attaques de perdrix, ça surprend. Hey, c'est vrai, j'avais jamais entendu ça, mais je vais rester plus prudente la prochaine fois. Mais je pense que c'est quand il y a des bébés dans l'équation, tu sais, une grosse perdrix tout seul dans son coin, tu passes à côté, elle a plus peur. Mais quand il y a 2-3 bébés perdrix qui sont en train de traverser le chemin de gravel, là, puis tu passes, la mère est quelque part puis elle va te pogner. Fait que sachez-le, tout le monde qui écoute. C'est un bon point. Mais heureusement, j'ai pas été attaquée malgré le fait que la perdrix était très, très près de moi. Mais j'ai eu la chance aussi, jusqu'à la fin, là, j'étais comme, j'ai pas vu de phoque, tu sais. J'avais pourtant écouté, en préparation, j'avais écouté l'épisode Tout Trail que Marie-Ève elle raconte son forion pour pouvoir me préparer un peu. Puis elle disait qu'elle avait vu des phoques, puis là, je me disais, Colin, j'en ai pas vu encore. Puis finalement, à la toute fin, il était là. Fait que j'étais vraiment contente. C'était Au pire, il y en a un sur ta boucle de ceinture. Exact, oui. Ben, c'est presque à l'arrivée que j'ai vu le phoque. Fait que, ça fitait avec la petite boucle. Ben, félicitations. On parlait tantôt, on nommait des chiffres. On parlait de 39h51 sur le QMT, dernière finisseuse. Là, c'est complètement l'opposé. T'as terminé sur le podium, 2e place. C'est une autre expérience sur un 100 000. Qu'est-ce que ça t'a fait de monter sur cette marche-là? C'était inattendu. Tu sais, c'est sûr que moi, je veux dire, tu parles de la dernière finisher du 100 000 du QMT. Fait que, tu sais, je suis pas une personne rapide. Fait que quand je me suis inscrite à Forion, je savais que je m'étais améliorée côté vitesse, mais tu sais, c'était pas du tout dans mon radar de finir sur un podium. C'est sûr que ça l'aide le fait que c'est un petit field et tout, mais je dois dire quand même que ce qui est vraiment hot de Forion cette année, c'est que 5 des 6 femmes ont terminé. Puis même que la 6e, elle s'est quand même rendue à 141 km, ce qui est malade. Vraiment hot.
Ben, c'est bon que tu le mentionnes parce que je m'étais noté le nom de toutes ces femmes-là parce que 5 sur 6, c'est énorme. C'est malade. 5 femmes qui finissent le 100 mètres à Forillon. Je pense que c'est le nombre total de femmes qui ont terminé en Gaspésie pendant une décennie. Fait que c'est gros ce qui s'est passé à Forillon. Ouais. Puis 5 sur 6, c'est des méchantes bonnes stats. Ça démontre encore une fois que les femmes sur de la très longue distance, il y a un petit quelque chose que vous avez de plus, il y a une force mentale, il y a une persévérance, il y a quelque chose parce que 5 sur 6 c'est énorme, puis je pense qu'on va les nommer parce que ça vaut la peine. Ah, vraiment. Suzy Boucher-Lemay qui l'a remporté, toi qui es terminé deuxième, Elodie Thomas, Laetitia Oswald et Stéphanie Godreau. Les 5 femmes qui ont terminé ce 100 000-là, c'est très impressionnant, on les félicite tous, puis on te félicite aussi. Ah, mais merci, mais en plus, c'était un honneur, tu sais, d'être sur le podium, sachant que c'était l'année où il y avait le plus de femmes qui a terminé. Tu sais, c'était encore plus hot à cause de ça. Puis tu sais, toutes les filles, je les ai vues dans ma course parce que j'ai commencé à l'arrière du pack, comme fidèle à moi. Je pars jamais comme une balle parce que je me connais. Puis je sais que moi, je pogne mon pic dans la deuxième partie. Fait que je m'étais dit, je vais pas partir trop lentement. Parce que ça n'a pas joué en ma faveur dans le passé, puis là, tu fais pas les cut-offs à cause que tu as trop été, tu t'es trop gardé une réserve. Fait que toutes ces filles-là, je les ai croisées, sauf Suzy, la première, parce qu'elle était... Ben, je l'ai croisée, c'est même pas vrai, je l'ai croisée parce qu'il y a des boucles où on se recroisait, des face à face. Puis j'avais juste pas le temps d'y parler parce que elle était tellement en feu tout le long, là, c'était incroyable. Mais toutes les autres filles, tu sais, je les ai vues, je les ai croisées parce que c'est ça, une moment donné, on était rendus au même endroit, puis là, éventuellement, je les ai dépassées, mais non, c'était vraiment le fun. Je me compte chanceuse d'avoir été sur cette édition-là du 100 mars. Donc, un deuxième 100 000 en poche. Tantôt, tu parlais un objectif peut-être long terme, un jour la Western State. J'ai vu que tu avais participé à une course by UTMB. C'est quoi les courses bucket list? C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Je sais qu'on est tôt. Tu te remets à peine de ton 100 000, mais tu nous as confié tantôt qu'après ton premier 80, ça n'a pas été long que tu pensais à un deuxième, puis après ton 125, ça n'a pas été long qu'on est allé sur 160. Fait que je me permets de poser la question. C'est quoi la suite pour toi? Ouais, la suite, j'avoue que j'y ai pas trop pensé, tu sais, malgré le fait que Jeff Tapp, il m'a dit que j'avais une inscription gratuite, là, vu que j'ai fait un podium. Donc, je dois quand même réfléchir à quel événement Gaspésia je vais participer. Mais sinon, à part ça, j'ai pas d'inspiration. Tu sais, c'est sûr, la Western, c'est genre ma course bucket list, mais je veux dire, je vais être réaliste en me disant que ça se peut que ça prenne une couple d'années encore. Ça prend un peu de temps. Ouais, c'est ça. Mais un jour, tu sais, je vais rester positive un jour. Mais en attendant, difficile à dire. Ouais, je pense que ça va me prendre un temps de réflexion définitivement pour réfléchir à ça. Pour ce qui est des événements Gaspésia, je trouve que j'ai des amis qui ont fait les Transforions. Je trouve que c'est une formule qui a l'air super hot, qui permet plus de profiter du week-end, tu sais, parce que le 100 miles, t'es brûlé tout le temps, puis tu dors la veille de ta course, puis tu dors après ta course. Fait que tu profites semi, là. Les percées et transforions, je trouve que c'est des formules qui sont vraiment hot. Fait que je verrai, peut-être que ça sera une expérience de ce type-là. Mais sinon, ouais, à suivre. Il faut prendre le temps, je pense. La saison vient de se terminer, puis des fois, on a le goût de se pitcher vite, mais des fois, on peut aussi attendre de voir vers où on se dirige. Ouais, non, ben en même temps, c'est la première fois que je finis une course de cette envergure, ben peu importe quel ultra, puis que j'ai aussi rapidement envie de retourner courir. Ah ouais? C'est la première fois que ça arrive. Wow. Ouais, je sais pas pourquoi, mais si c'était pas de mes pieds enflés, là, je serais déjà en train de courir dans les trails. Wow, OK. Ouais. C'est bon signe? Oui, vraiment, ça me démange. Fait que j'ai pas d'objectif encore. C'est dur de me dire quelle course je vais m'inscrire, mais c'est certain qu'il va y avoir une suite, là, ouais. On a hâte de savoir ça va être quoi la suite. Mm-hmm. Tania, ça a vraiment été une belle discussion. Ça a été le fun de découvrir toi, mais de découvrir ton parcours aussi. Puis
la seule façon de terminer, c'est avec les questions avec Claire-Nac. Là, on change le mood complètement, on sort le chrono, puis là, c'est du rapide. C'est 2 éléments que je te mets en opposition. Faut que tu répondes le plus rapidement possible. Puis, depuis que j'ai fait un reset sur les records, parce que là, ça faisait 240 épisodes, depuis le reset, maintenant, le record pour les entrevues à distance, c'est 19 secondes. C'est Max Dastou et Laurie Girard qui ont ce record-là ensemble. Fait que, si tu les détrônes, tu m'éviterais de nommer 2 personnes chaque fois. Donc, on passerait à un record qui serait que à toi. Ou ben, ça serait pratique. Ben, voilà. Ben, je dis pas ça pour ça, là, mais il y a un record de 19 secondes, puis c'est battable. Je pense que c'est très réaliste. Fait que laisse-moi sortir mon chrono. Tu me dis quand t'es prête? Yep. Route ou trail? Trail. Sentier roulant ou technique? Roulant. Sucré ou salé? Salé. Bâton ou pas de bâton? Bâton. Questionnaire, calories solides ou liquides? Solide. Neige ou boîte? Neige. Conifère ou feuillu? Conifère. QMT ou UTHC? QMT. 100 km ou 100 000? 100 000. Gaspésie ou Charlevoix? Charlevoix. Oh, 19 secondes! Oh non! La barrière du 19 secondes est pas franchissable, mais la bonne nouvelle, c'est que tu partages le FKT avec Laurie et Max, donc félicitations, 19 secondes. Merci. En plus, j'ai dit conifère, là, mais c'est vraiment feuillu. Tellement feuillu. Je la sors pas souvent, cette question-là, mais elle est intéressante parce que c'est drôle parce que j'étais en voyage avec mon gars puis on randonnait avec mon gars et ma blonde, pour la nommer aussi. Mais bref, on randonnait puis là, j'y expliquais les feuillus conifères puis je réalisais qu'on est chanceux au Québec d'avoir cette mixité-là. Parce que j'étais en Europe, en Croatie, puis il n'y a pas de conifères là-bas, ça existe pas, ou à peu près pas. Tu fais des randos, c'est que des feuillus, mais ici, on a cette belle mixité-là, puis ça m'a inspiré, cette question-là, mais on est chanceux au Québec. Ouais, vraiment. Puis tu m'as posé une coupe de colle, là, que Neige ou boîte? Vraiment difficile. Charlevoix, Gaspésie, puis QMT, UTHC, là, c'était... Ouais, c'est fait pour que ça soit un peu tricky. On ne mettra pas des choses trop faciles, genre avoir mal puis pas avoir mal, ça serait trop facile. Faut que j'essaie de vous coincer un peu quand même, mais 19 secondes, félicitations. Ça, ce que ça veut dire, Tania, c'est que je vais nommer ton nom à l'avenir, donc avec les 2 autres. Avec les 2 autres, avec Max et avec Laurie. C'est un beau trio, je trouve. C'est correct, c'est pas un vrai problème parce que c'est 2 personnes que j'apprécie beaucoup, fait que je suis content de vous nommer les 3. Ça va me faire plaisir à chaque fois. Je suis content que quelqu'un finisse par battre le record. Parfait. Oui. Merci beaucoup de ton temps ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation à la dernière seconde. C'est rare que je fais ça. Je le planifiais comme ça, mais je t'en parlais pas parce que je me dis, bon, laisser faire sa course. Puis après ça, je l'inviterai. Mais je trouve ça le fun qu'on ait pu se parler comme ça à chaud quelques jours après. Merci de ton temps. Bien, merci à toi pour l'invitation. Puis c'est drôle que ça l'a tombé après le Forion, que tout s'est super bien passé, puis qu'avec un résultat incroyable. C'était juste, on dirait que le timing était parfait, puis que les étoiles étaient alignées. Et voilà, c'était aujourd'hui, il fallait qu'on se parle, qu'on enregistre ça. Fait que c'était très, très cool. Merci de ton temps. Comme d'habitude, je termine les partenaires du podcast. NAC, qui est le partenaire principal. Noctem, qui m'offrait aujourd'hui une excellente écho. T'as-tu pu boire ta bière? Parce que souvent, le problème avec l'invité, c'est que je pose des questions, puis manquer de temps, mais on voit le verre du comité qui est quasi vide. Donc, j'espère que ta bière était bonne. Elle était excellente, pour vrai, oui. J'adore. Fait que je remercie aussi Mox Mocktail et Café Charlevoix. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical, David Hébert pour le design graphique. Et merci à toi. Merci de ton temps ce soir. Merci aux auditeurs, aux auditrices qui écoutent. Puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.